Salut la gang! Cette semaine, je rencontre un joueur de soccer, capitaine du CF Montréal. Il a quitté la résidence familiale à l'âge de 14 ans pour aller vivre son rêve. Il a été dans l'équipe canadienne. Il a participé à la Coupe du monde de soccer. Un parcours inspirant. Je rencontre Samuel Piette et je vous fais ça sans limite. Je suis vraiment content de t'avoir. Premièrement, on s'entend que le soccer, c'est pas nécessairement mon sport premier. Ouais. Par contre, je suis capable d'apprécier tous les sports parce que pour moi, un athlète qui performe, peu importe le sport, ça m'impressionne. J'ai toujours été, je dirais, inspiré puis impressionné quand je vois du monde qui réussissent à maîtriser leur sport, pour ne pas dire leur art, et de le faire à un niveau où ce que tu gagnes ta vie avec ça, c'est quelque chose. Puis il n'y en a pas tant, surtout au Québec, là, des joueurs de soccer. Là. Non, mais c'est ça. Le soccer est quand même assez nouveau là, ici, au Québec. Là. Mais c'est une bonne... c'est bien amené parce que là, on pourrait avoir le débat de... C'est quoi, tu sais, c'est quoi un athlète? Puis dans le sens que... Est-ce qu'un athlète de hockey, mettons, qui joue pour le Canadien de Montréal, c'est un meilleur athlète qu'un joueur de soccer? Est-ce que c'est un meilleur athlète qu'un homme fort? Tu sais? Je pense pas qu'on a à aller là. Non, je sais, mais c'est des fois des discussions que j'ai avec mes amis de dire hey, est-ce que quelqu'un qui fait des Ironman, c'est quelqu'un qui est un meilleur athlète qu'un joueur de soccer, qu'un golfeur? C'est qui le meilleur athlète pour toi? C'est une bonne question, ça. Parce que nous autres, tu dis pas homme fort, c'est athlète de force. Parce exact. en bout de ligne, si t'es juste fort, t'auras pas de succès. C'est pas toi qui vas gagner, c'est ça. Non. Fait que ça te prend beaucoup de... Faut que tu maîtrises d'autres choses, mais ça dure pas longtemps, mais tu forces beaucoup. Ouais, c'est ça. Alors que tu vas avoir des sports qui vont être plus de l'endurance. Exact. Fait que là, de la vitesse, de la agilité. Un pilote automobile, c'est un athlète? Oui, pour moi, oui. 100%. Mais tu comprends, pour certaines personnes, ils le verront pas de même. Non, mais c'est ça, exact. Tu sais, un athlète, un golfeur, il y en a qui peuvent dire... il y en a qui disent que le golf, c'est pas un sport, c'est un sport. Parce qu'ils n'ont pas joué. Ah, c'est ça. Tu as joué de golf? Oui. Ouais. Je me débrouille, mais vu que j'aime pas tant ça, parce que le problème, c'est comme n'importe quoi. Quand tu as du fun et tu es bon, c'est facile. Pour être bon, il faut que tu joues souvent. C'est ça. Fait que j'arrive pas nécessairement à me rendre à un niveau où je suis capable d'être constant parce que je pratique pas assez. Exact. Donc, quand je me mets à jouer, je me débrouille bien, mais je suis pas assez constant pour y aller. Donc, les coups que je faisais, tu les fais plus. Fait que là, je te dirais que la motivation, t'appert un petit peu. Ouais, puis tu sais, c'est un investissement, le golf, je veux pas. C'est pas juste. C'est un minimum si tu fais juste un 9 trous, un 2 heures, 2 heures et demie, puis des fois, te faire chier pendant 2 heures et demie, voire 5 heures. L'affaire de fun, c'est que tu peux jouer longtemps. Donc, tu peux être plus vieux, puis continuer à le jouer. Alors que le soccer, comme les hommes forts, il arrive un âge où tu joues pas à faire ce sport-là. Non, c'est ça. Ta carrière, tu l'as arrêté quand? Moi, je l'ai arrêté en 2008. Mais tu sais, t'avais quel âge? J'avais 38. OK. Fait que moi, ça a été vraiment là où ce que c'est 38, non, 36. OK. Moi, pas parce que je voulais, parce que je me suis blessé, mais ça a vraiment terminé en 2006 parce que j'ai eu une grosse blessure. Et cette blessure-là, j'ai essayé pendant 2 ans de revenir. Je n'étais pas capable de revenir au même niveau. Ouais. Est-ce que 36 ans dans le domaine, c'est quand même considéré jeune ou vieux? Ou... tu passes au bord. Généralement, c'est entre 30 et 35. Ouais, comme nous autres. Puis tu sais, les sports de force, comparativement à d'autres sports, la force, plus tu vieillis, tu peux encore gagner en force. OK. Ce que tu vas perdre, c'est ce que tu perds dans tous les autres sports. Ouais, c'est ça. Donc, ta capacité de récupération, ta vitesse, flexibilité. Exactement. Tout ça, tu le perds. Mais la force, elle, en tant que telle, tu peux continuer à grandir, même aller jusqu'à 50 ans. Ah ouais, crème, OK. Mais l'application dans ce sport-là de la force, bien là, vu que tu n'as plus les autres qualités athlétiques, c'est ça. Ben là, tu es parti sur l'autre bord. Ouais, non, c'est ça. Puis là, tu tires un peu sur l'élastique à un moment donné, puis Ah, c'est intéressant. Ouais, comme nous autres, 30-35 ans, moi, je dis toujours aux personnes qui me le demandent, c'est quoi l'âge? Puis 30-35 ans, honnêtement, c'est considéré comme quand même assez bon et vieux. Là, c'est pas trop pareil, t'es encore dans la fleur de l'âge. Hein? 31, ouais. C'est là que tu vois comment les jeunes, ça se passe tout là, dans la jeunesse. Je vais faire un grand détour parce que cet été, je suis allé me voir jouer. Ouais. Là, ça sonner à la cloche? Je suis allé sonner à la cloche. Puis là, ils m'ont montré une photo. À vrai dire, ils m'ont montré une vidéo où Georges Larac est allé. Puis là, ils m'ont montré comment il avait brassé à la cloche. Fait que tu sais bien. Georges, c'est un colosse, là. Oui, c'est un colosse, mais là, je me suis dit, s'il le brassait de même, je vais faire mieux. Capable de faire mieux. Ouais. Fait que là, finalement, la fameuse cloche, tu sais, au bout, il y a un bras. Ouais. Le bras tapé à terre. Fait que là, moi, il a tellement tapé que le bras est en train, il a plié. Là, mais moi, mon but, c'était de faire un 360. Un tour complet. Mais les autres s'en sont rendus compte.
Ils t'ont arrêté? Oui. Fait que non, il breakait la cloche pour l'empêcher qu'elle fasse le tour. Fait que moi, j'aurais tellement aimé ça qu'elle fasse un 361. C'est jamais arrivé. Et 2, je voulais voir si ça allait être assez solide pour faire en sorte qu'elle allait faire le tour et rester là et non tomber en bas. Fait qu'anyway, ils ont comme cassé mon fun, puis moi, j'ai cassé la cloche. J'ai eu bien du fun. Ça a été mon highlight de la soirée parce que, malheureusement, vous n'avez pas gagné. Tu l'as sonné combien de fois, la cloche? Une fois, 2 fois? 3 fois? 0? Une fois, c'est ça. Je l'ai sonné 2 fois. Ah, au moins, on a marqué 2 fois. Oui, vous avez marqué 2 buts. Tu t'es contre qui, non? Hein? Ça peut. Je vais t'en revenir. On va t'en revenir. Tu vas m'en revenir. C'est que c'est comme ça, à la limite, vous deviez la gagner pour pouvoir encore avoir des aspirations. Ça, c'était cet été? Oui. OK. Si je me trompe pas. Ça a mal été cette année, fait qu'il n'y a pas eu grand... C'est le championnat canadien. Ah, oui, OK, de Forge. Oui, une équipe orange? Oui. Oui, Forge Hamilton. C'est ça. Quand les lumières avaient arrêté? Oui, exactement. Ouais, quand il y a la panne d'électricité, ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé. T'avais la gang d'Hamilton d'un bar. Exact. Ouais. Il y a de l'ambiance, puis t'as vu? Oui, c'est bien. Je pense qu'étant donné que vous n'avez pas eu une super saison, c'était pas plein, mais j'ai été surpris de voir quand même l'ambiance, le fan club. Vous avez vraiment, là, au Québec, oui, je suivais à travers les médias, mais d'être là puis de vivre l'expérience... OK, mais c'est populaire, le soccer, ici. Non, c'est populaire. Honnêtement, les partisans, les fans sont vraiment bons avec nous. Le fait aussi, je pense que c'est un stade de presque 20 000 et non un stade de 50 000 comme on l'a dans notre circuit, dans la MLS. Ça fait en sorte que c'est plus facile, entre guillemets, le remplir. Fait que même quand tu as des matchs qui sont en milieu de semaine, qui sont plus durs à vendre, veux pas en été, pas en été, mais... Surtout à l'automne, les enfants vont à l'école, de se rendre au stade Saputo pour un match à 19h un mercredi, c'est compliqué avec la famille, la routine. Moi, je le vis présentement avec mon garçon qui va à l'école, ma petite famille. Mais même si tu as juste 14-15 000 sur 20 000, ça fait en sorte que le stade semble être plein, l'ambiance est bonne. Oui, parce que j'étais allé à Manchester. Ouais. Manchester City. City? Ouais. Oui. Ah, ça doit être quand même assez spécial. On était 3e rencontre, on était vraiment bien placés. Ouais. Puis là, de vivre l'expérience, puis tu sais, les cris, les chants. Puis là, c'est là que tu te rends compte que ça me rappelait plus, mettons, les Canadiens, le hockey pour nous autres, mais pour eux autres, c'est une culture. Ah, ça fait partie ça fait partie d'eux autres, c'est dans leur sang, ça fait partie de c'est quasiment une religion, le soccer là-bas. C'est en Europe, les autres, il y en a qui vivent que pour ça, là, vraiment. Toi, tu as joué là-bas, puis tu as joué ici. Ouais. C'est quoi la grosse différence? C'est sûr que la grosse différence, c'est au niveau de la compétition, dans le sens où en Europe, tu as des promotions et des relégations. Donc, si tu as une saison comme nous cette année, que ça s'est moins bien passé, si ça avait été le cas en Europe, l'équipe serait descendue en 2e division. Puis là, tu joues plus dans la 1re division. Tu as une coupure de salaire. Il y a des coupures aussi au niveau des employés du club, pas juste au niveau de l'équipe en soi, mais les gens qui sont dans les bureaux. Donc, vraiment, tout le club est affecté par une relégation. Tandis qu'à l'inverse, quand tu vis une promotion, quand tu passes de 2e division à 1re, là, c'est l'euphorie, puis c'est vraiment comme si... Hey, t'imagines-tu au hockey si c'était de même? En fait, non, je l'imagine pas, parce que ça serait la fin du monde. T'en penses quoi de ça? T'es-tu pour ça? Moi, je trouve ça quand même hot, parce que, tu sais, là-bas, t'as comme t'as une pression que vous devez absolument performer tout le temps. Exact. Non, la pression, c'est énorme, là. C'est sûr que si tu me demandes ça après une saison comme on vient de vivre, je suis pas pour ça, parce que ça, on serait rendu en 2e division, puis on l'aurait vécu, je pense, beaucoup plus difficilement. Mais je pense que oui, ça l'amène ce côté compétition-là, question de vie ou de mort. Les ambiances seraient peut-être encore meilleures, justement, dans des moments critiques où tu as absolument besoin d'une victoire contre une équipe contre qui tu te bats. Le stade serait en feu. Par contre, quand ça va mal, les partisans te laissent encore plus savoir. Puis, il y a des pour et des contre de chaque bord, mais ouais. Toi, tu as joué là-bas? Oui. Es-tu capable de me verbaliser cette pression-là que tu me parles, que vous avez à performer en Europe, ce que je comprends, c'est pas la même chose ici, là? C'est une bonne question, ça. Parce que j'ai jamais été dans une situation où on jouait justement cette pression-là de descendre. Je l'ai vécu à l'inverse, quand on était proche de monter en Allemagne, quand j'étais à Düsseldorf.
J'étais pas nécessairement, je faisais pas partie de l'équipe, mais j'étais autour, j'étais dans l'équipe réserve, puis je m'entraînais avec eux. Fait que c'était que du positif, puis tout allait bien, puis c'était le fun. Que vous étiez en train de regarder pour monter. Exactement. Fait que ça, c'était comme, tout était rose, tout allait bien, c'était le fun. À l'inverse, je l'ai jamais vécu, moi, personnellement, mais honnêtement, tu sais, moi, quand j'arrive à la maison après un match ou quelques jours après, puis ça doit être un peu la même chose quand tu faisais des compétitions, puis quand ça se passe pas bien, c'est dur de mettre la switch off puis de passer à autre chose. Tu y penses pendant plusieurs jours, puis tu te remets en question, puis tu te dis qu'est-ce que tu aurais pu faire. Mais la beauté de la chose, nous, ici, en n'ayant pas cette pression-là, c'est que tu as une autre chance que ce soit 2-3 jours plus tard ou une semaine à ton prochain match, peu importe. Tandis que là-bas, la pression, là, si tu penses à ton dernier match, puis là que tu sais ce que ça peut faire de descendre de division, de couper certains emplois à des personnes qui travaillent pour le club, de couper ton salaire de moitié, etc. Mais là, tu penses à ça, puis c'est un peu un cercle vicieux où tu te remets toujours en question, puis tu peux pas sortir de ça. Oui, puis là, tu as des difficultés à prendre des décisions. Exactement. Parce que tu as peur de prendre la mauvaise décision. Exact. Ce qui t'amène à faire la mauvaise chose. Aucune confiance, c'est ça. Aucune confiance. Tu sais pas trop sur quel pied danser. Tu prends une décision, c'est-tu la bonne, c'est-tu pas la bonne? Puis ben, quand tu doutes, t'hésites comme ça, ben, tu n'es jamais confiant, puis tu joues pas de la même manière que quand tu es un peu la liberté, la légèreté, puis tu es comme, bah, peu importe ce que je fais, anyway, en ce moment, je suis tellement en confiance que je pense que ça va marcher. J'y vais à fond, puis let's go. Donc, côté mental, c'est quand même assez important au niveau d'un athlète. Je pense que tu sais plus que n'importe qui, mais il faut gérer cette pression-là, mais je pense que la pression ici est différente. Il n'y a pas cette relégation-là, mais... D'être capitaine de l'équipe, c'est une pression supplémentaire? Quand même. C'est sûr que t'es peut-être plus que n'importe qui, justement, devant les micros. Tout ce qui est avec les médias. T'es un peu le porte-parole de cette équipe-là, en plus d'être quelqu'un d'ici. Un Québécois, un Montréalais, veut pas, qui parle la langue, qui parle français. On s'appuie. Le club s'appuie peut-être un peu plus sur toi qu'un nouveau qui vient d'arriver, qui parle pas trop bien français, voire même pas du tout. En même temps, je pense que c'est un privilège. Puis c'est un honneur. Moi... Parce qu'il n'y en a pas tant de francophones dans l'équipe. Non, c'est ça. Puis il y en a de moins en moins. On a eu beaucoup de joueurs qui ont été soit formés au club ou des jeunes, ou des joueurs québécois, en fait, qui ont passé par l'Impact de Montréal, voire le CF Montréal, qu'on a vendu, qui sont liés à un succès, dans le fond, qui ont très bien fait, puis que sont partis ailleurs, puis le club a fait de l'argent avec ces joueurs-là. Donc, on est un peu pas victime de notre succès, mais quand les choses se passent bien, ben c'est là que tu perds des joueurs. C'est ce qui est arrivé avec plusieurs joueurs québécois. Donc, tu perds certaines personnes avec qui les partisans s'attachent, s'identifient, exactement. Moi, mon histoire est différente, mais donc c'est sûr que quand t'as de moins en moins de joueurs qui viennent d'ici puis qui peuvent vraiment un peu comprendre ce que c'est d'être québécois puis de jouer pour l'équipe de Montréal, de la province, c'est dur à faire partager ou passer ces valeurs-là puis cette culture-là. Là. Comment tu fais pour vendre aux joueurs de l'équipe? Là, tu m'expliqueras si je m'exprime bien. Donc, le joueur a du succès, l'équipe le vend. Ouais. Les autres joueurs qui restent sont sûrement désappointés un peu parce que tes bons joueurs qui t'aident à avoir du succès s'en vont. Les nouveaux qui arrivent sont contents parce que je présume que pour eux autres, c'est une genre de promotion de pouvoir s'en venir ici et jouer dans le circuit. Fait que là, c'est comme ambivalent au niveau de l'attitude et possiblement de l'esprit d'équipe, non? Oui, c'est ce qui est dur, je pense, dans notre sport. C'est qu'il y a tellement de roulement de personnel, les joueurs, comme tu le dis. Donc, quand ça va bien, tu as l'opportunité de vendre des joueurs, eux s'en vont. Eux qui les remplacent sont nouveaux. Il y en a que c'est une promotion, comme tu viens de le dire. Il y en a que c'est une promotion, soit qui viennent des équipes jeunes de Montréal, soit qui viennent d'ailleurs, d'un plus petit championnat ou quoi que ce soit. Puis il y en a des fois que ça peut être pas l'inverse, mais on va chercher ailleurs, puis c'est juste sur le même niveau. Exactement, le même niveau. Mais là, de rapatrier un peu tout le monde puis se dire, hey, là, on a connu du succès, puis regardez ce qui est arrivé à ces joueurs-là qu'on a vendus, possiblement la même chose qui peut arriver à vous, let's go. Ça, c'est ta job de capitaine. C'est ma job. En même temps, c'est pas tout le monde qui veut ça. Dans le sens que moi, si je connais du succès ici, puis j'ai une super bonne saison, puis que le club a du succès, ben moi, j'ai pas l'intention ou j'ai pas la volonté de partir d'ici. Mais ça, tu décides pas. Dans un sens.
dans un sens, oui et non. Le club a son mot à dire, puis c'est sûr que s'il y a une super belle offre sur la table d'un autre club, le club va potentiellement dire, regarde, nous, on veut faire ça avec toi, merci pour tes services, mais on peut pas dire non. Ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Chaque joueur est différent. Il y a des joueurs, c'est sûr, quand tu es plus jeune, c'est plus facile de te faire vendre. Moi, qui est rendu à 31 ans, de me faire vendre, je veux dire, c'est pas un âge qui est hyper alléchant pour des clubs européens. Je veux pas, comme on en parlait, c'est entre 30 et 35, c'est là plus ou moins la fin de la carrière d'un joueur de soccer. Donc, chaque cas est différent, mais à chaque année, c'est ça. Étant donné que tu as perdu des joueurs puis il y en a des nouveaux qui sont arrivés, c'est de faire en sorte que tout le monde s'assemble, que ça glue in ensemble puis que tout le monde a un peu les mêmes objectifs de regardez, si on performe au niveau collectif puis on fait une bonne saison, peu importe ce que tu entends au niveau individuel, tu vas peut-être l'atteindre si c'est ça, on est bon ensemble. Tu sais, on entend parler capitaine de l'équipe. On sait c'est quoi, mais ça fait vraiment quoi? C'est quoi les tâches d'un capitaine? Qu'est-ce que ça fait? Ben, je l'ai mentionné un peu tantôt, mais c'est sûr que c'est peut-être moi qui est plus souvent qu'autrement devant les micros, les caméras pour disposition média. On utilise peut-être aussi un peu plus mon image niveau marketing, que ce soit pour vendre des billets, que ce soit pour à des buts de marketing. Sinon, qu'est-ce que ça fait concrètement? La première chose qui me vient en tête, c'est les speeches d'avant-match dans le vestiaire. Donc, avant de sortir pour le match, donc après l'échauffement, puis avant de sortir pour le match, toujours un petit speech. Puis ça, c'est propre à notre équipe. Il y a d'autres équipes qui... Il n'y a pas de speech. Il y en a que c'est le coach. Moi, depuis que je suis à Montréal, ça a toujours été le capitaine qui faisait le speech d'avant-match. Donc, ça fait ça. Oui, exactement. Chose que j'aime bien faire. Puis j'aime me mettre cette pression-là aussi de craquer les gars un peu avant le match. C'est peut-être moi aussi qui ai le lien entre le coaching staff et les joueurs. Donc, quand les joueurs ont des messages à passer au coaching staff de dire que je sais pas, on est brûlé à cause de tel voyage aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait prendre ça plus relax puis pousser plus demain. Ouais, on a telle situation qui est arrivée dans le vestiaire, on a besoin de ça. Ouais, on peut-tu déplacer tel meeting parce que ça peut être des trucs hyper importants comme très, très minimes. C'est moi qui fais un peu ce lien-là. Et aussi à l'inverse, quand le coach veut passer un message ou veut comprendre un peu plus comment soit certains joueurs ou le groupe entier se sent ou se positionne par rapport à une potentielle décision, peut-être que comment dire, ma position pèse un peu plus dans la balance qu'un nouveau joueur qui vient d'arriver. Donc, je veux dire, un capitaine, oui, ça a le brassard. Quand tu joues un match, tu as un brassard de capitaine. C'est toi qui fais le coin de toss au début du match, c'est toi qui parles à l'arbitre, etc. Mais moi, je le vois pas comme quelqu'un qui est plus important. C'est juste quelqu'un qui a peut-être plus de responsabilités. Des responsabilités qui peuvent sembler banales comme certaines responsabilités qui, pour certains, sont un peu plus importantes. Là. On te paye-tu plus parce que tu es capitaine? Non, aucunement. Pas quand on nomme capitaine. On peut pas le monnayer? Ben, je pense que ça vient un peu indirectement, dans le sens où quand tu es capitaine, puis là, je reviens un peu à ce que je disais, quand tu es utilisé plus devant les médias, marketing, parce que je pense que quand tu es nommé capitaine, c'est pas par hasard puis c'est choisi à l'aveugle. Je pense que c'est quelque chose que tu mérites puis justement que tu as gagné la confiance autant de l'entraîneur que de la haute direction, le club, etc. Tu représentes aussi les partisans. Je pense que veux pas monnayer ça dans le sens que ça vient avec... Ça vient avec parce que sûrement que ton agent le met dans la balance quand il négocie. Bonne question. Faudrait lui poser la question. Mais je pense que quand tu deviens capitaine, c'est parce que tout le travail a déjà été fait puis c'est pas quelque chose que tu as besoin de remettre sur la table à chaque fois. Là. Tantôt, tu as mentionné l'impact pour ensuite corriger avec le CF. Oui, je dis les deux. Tu joues pour qui, toi? En ce moment, moi, je joue pour le CF Montréal. CF Montréal, c'est sûr que c'est le nom du club en ce moment, mais j'ai joué pour l'Impact. Différence? Pour moi, non. Pour moi, non. Oui et non. C'est sûr que moi, j'ai grandi en connaissant l'Impact de Montréal. Je pense que l'Impact de Montréal, je sais à quel point ça a une place importante pour les partisans, les gens qui ont grandi justement avec le soccer ici au Québec. Le club a été fondé en 1993, donc ça fait quand même déjà... Parce que dans le stade, les gens, ils parlent encore de l'Impact. 100%. Quand je suis allé cet été, c'est ça. Puis, ça m'a même mis un peu confus. Ouais. Parce que pour moi, c'était pas clair que c'était CF Montréal. Pour moi, c'est l'Impact. Puis le monde parlait de l'Impact. C'est ça.
Puis là, c'est CF Montréal. Ouais. Donc, les gens ont un attachement. Ouais. Les gens ont un attachement immense à l'Impact. Encore une fois, chose que je comprends parce que les gens ont connu le soccer avec l'Impact. C'est sûr qu'il y a eu le Supra avant, le Manic, exactement. J'avais vu jouer le Manic au stade olympique. Exactement. Mais l'Impact, c'est là depuis tellement longtemps que je comprends que ça a été une déception quand c'est parti. Donc, je suis comme mitigé dans le sens où moi, je comprends les gens qui vivent pour l'Impact, puis pour eux, le club de soccer à Montréal, c'est l'Impact de Montréal. En même temps, moi, mon amour est pour le sport et l'Institut, c'est pas le bon nom, mais le club. Tu sur le spot un peu par rapport à tes boss parce que. Non. Une bonne question, mais non. En fait, ça, c'est vraiment ma position personnelle, comment moi je le sens. C'est vraiment. Encore une fois, je comprends les gens pour l'Impact, mais moi, j'aime le club de soccer qui est ici à Montréal. Je dis pas que si on s'appelait un autre nom, en fait, ce que je dis, c'est même si on s'appelait les Étoiles de Montréal, j'aimerais... pour Montréal. Exactement. J'aimerais pas moins le club. C'est sûr que ça m'a fait quelque chose de quand on est parti de l'Impact de Montréal à Club de foot Montréal, puis là, on est arrivé à CF Montréal. Ça a été un peu un choc, changement de logo, etc. Mais en même temps, moi, j'aime l'équipe ici, les joueurs qui jouent pour cette équipe-là, la ville, là, maintenant que je suis à l'interne, que j'en fais partie, ce que ça représente jouer pour l'Impact de Montréal, club de foot, CF, peu importe. Au final, moi, je mets les pieds au stade Saputo, puis je représente le club, je représente la famille Saputo, je représente les partisans qui sont là au stade. Tu es un professionnel, exact. c'est ta job. Oui, puis exactement. Puis, tu sais, c'est évidemment pas entre mes mains, mais je comprends les deux parties à 100%, puis c'est comme ça que je me positionne. Là. Quand tu étais jeune, tu jouais au soccer. Je joue au soccer, oui. Tu devais être un certain phénomène parce qu'on t'approchait à l'âge de 12 ans pour que tu y ailles jouer en Europe. Oui, à 12 ans. C'est sûr que de 4 à 10, 11, j'étais peut-être pas un phénomène, mais ouais, à partir de 11 ans, je pense que c'est là que j'ai comme réalisé tranquillement pas vite que je suis capable de me débrouiller avec un ballon de soccer. Là. Puis, quand ils t'ont contacté, ouais. C'est ma perception vue de l'extérieur. Quand on t'appelle d'Europe, t'es un kid de 12 ans pour t'offrir d'aller jouer en France, je le vois. Avant ça, à 12 ans, c'était en Allemagne, oui. En Allemagne? Oui. Fait que raconte-moi comment ça s'est passé. Ouais. Parce que c'est hors du commun, là, c'est jeune. Parce que il me semble que pour un jeune ici, peut-être pas en Europe, mais ici, moi, ça m'impressionne. Ben là-bas, non, c'est pas jeune parce que là-bas, une équipe professionnelle, comme le CF Montréal ou peu importe, tu as l'équipe première, l'équipe réserve, puis ça découle jusqu'à 4-5 ans. Donc, tu sais, tu peux faire toute une vie dans un club en commençant à jouer à 4-5 ans. Pour vrai? Puis monter les échelons, puis te rendre dans la première équipe, puis devenir une légende du club. Ils vont aller chercher si jeunes que ça? Ouais, ben je veux dire, quand... Ils vont pas nécessairement les chercher, tu sais... Ils vont les regarder. Ouais, exact. Puis c'est sûr qu'eux commencent à prendre des notes à 6-7 ans, même... Ouais, 6-7 ans. Ah, mais ils t'ont offert d'aller là-bas, toi? Ouais, ben c'est ça. Moi, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est jouer ici au Québec. Je pense qu'à 12 ans, j'étais soit avec Lanaudière ou Beaubriand, une des deux équipes. Puis c'est un entraîneur d'ici, du Québec, qui était un assistant coach, en fait, à l'équipe du Québec pour qui jouait. Il m'appelle et me dit, regarde, j'ai un offre j'ai un club en Allemagne qui est intéressé pour toi. Est-ce que tu veux prendre l'appel? Puis, regarde, pas de problème, certainement. Tu sais, quand l'Europe t'appelle, tu craches pas là-dessus, je pense. Puis surtout que... Tu réponds. Puis ça fait quasiment 20 ans de ça, 15-20 ans. Il n'y avait pas nécessairement non plus autant de débouchés ici, de possibilités en Amérique du Nord, au Canada, encore moins ici à Montréal. Tu prends l'appel. Puis je me souviens, ils m'ont appelé, j'ai parlé, est-ce que tu serais intéressé à venir faire un essai? Puis tu sais, c'est concluant, puis ça va bien, on aimerait ça te garder. Puis sur le moment, je dis, ouais, pas de problème, puis tout ça. Je me souviens, j'étais chez mes parents dans le temps, évidemment, là, j'avais 12 ans. Puis je prends l'appel, je suis dans le sous-sol sur des téléphones qui, tu sais, que téléphone avec le fil, que tes parents peuvent écouter en même temps en haut. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais... Puis je prends l'appel, OK, pas trop, je raccroche. Puis je me souviens, puis je me dis, voyons donc, je peux pas faire ça. Je commençais à pleurer, je suis monté en haut, je disais à mes parents, hey, j'ai eu un appel de l'Allemagne, mais j'ai dit oui, ça me tente, mais je suis pas prêt, je peux pas faire ça, c'est trop gros, partir. J'ai 12 ans, je pense que j'étais en secondaire 1. C'est jeune. Secondaire 1, peut-être secondaire 2, gros max. Puis là, partir de la maison, tu sais, j'avais mes amis ici, tu sais, tout le kit. Puis là, tout de suite, mes parents, ils disent, regarde,
t'es pas prête, tu veux pas faire ça, il n'y a pas de problème. Nous, moi, mes parents ont toujours été comme ça, me supporter, peu importe. Puis pas que c'est moi qui prenais la décision, mais on est derrière toi. Puis ils ont pris le téléphone, ils ont rappelé l'entraîneur pour dire regarde, ça l'intéresse Sam, mais je pense qu'il est pas prêt, encore un peu trop jeune. Là, je sais pas exactement ce qu'ils lui ont dit. Puis ça s'est terminé là. Puis je suis pas parti. Par contre, un an après, quand j'ai eu l'appel, ou un autre appel plutôt là, pour aller en France, ou l'opportunité plutôt d'aller en France, là, j'ai pas manqué le train une deuxième fois. Puis je me suis dit, c'est la deuxième fois qu'on m'approche. Oui, pour avoir peut-être une troisième fois, mais crache pas là-dessus parce que c'est peut-être aussi la dernière fois. Puis là j'ai dit oui à ce moment-là. Comment ça se passe? Tu quittes le giron familial à 14 ans pour t'en aller en France. Ouais. Sûrement un peu plus facile qu'en Allemagne. Oui. Le fait que ça parlait français, ça a grandement aidé là-bas. Ouais. Ça a-tu favorisé ta prise de décision? Oui. Oui, ça, c'est sûr. De un, tu sais, tu passes de partir à 2 ans en Allemagne, puis là, c'est 2 ans, plus tard, 1 an, 2 ans plus tard, en France, avec des gens qui m'ont aidé. Dans le fond, c'était mon entraîneur à l'époque, Lynn Beauregard, qui était mon entraîneur à Beaubriand, qui était derrière ça, qui connaissait bien les gens là-bas, tu sais, qui m'a vraiment épaulé, puis qui aussi, je pense, rassuré beaucoup mes parents. C'était beaucoup plus rassurant de partir à ce moment-là. Puis oui, dans un environnement où ça parle français, tu sais, tu ne vas pas être trop dépaysagé dans un sens. La décision était plus facile à ce moment-là. Là. Ça se passe comment au niveau de l'état d'esprit? Parce que oui, tu vas là-bas, mais c'est pas garanti au début. Il faut que tu fasses ta place. Oui, c'est aucunement garanti. Parti là-bas, j'ai fait un essai d'1 mois. Je suis parti là-bas, c'est ça. Je me suis entraîné 1 mois. Comment ça s'est passé? Raconte-moi. Ben moi, en toute honnêteté, je pensais vraiment que quand on m'a dit « Hey, tu as la possibilité d'aller en France pendant 1 mois, t'entraîner, est-ce que ça t'intéresse? » Ben, oui, certainement. Parce que je le savais aussi, pourquoi ça a été plus facile, c'est je pensais pas que ce mois-là allait se transformer en 2 ans, finalement. Moi, c'était vraiment un genre de camp d'entraînement ou un camp de perfectionnement, plutôt, qui durait 1 mois. Je partais là-bas, puis je revenais après, je faisais ma saison ici au Québec, puis je retournais à l'école, tu sais, puis comme la routine normale. Fait que je pense que je suis parti avec 1 ou 2 autres joueurs de mon équipe de Beaubriand. Puis c'est vraiment à la fin de ce séjour-là qu'ils sont rentrés en contact avec Lynn, qui nous avait amenés là-bas, qui ont dit hey, tu sais, Sam est intéressant comme joueur, je pense qu'on pourrait l'aider à se développer en tant que joueur, etc. Puis c'est là qu'ils ont mis sur la table la possibilité de revenir, en fait, pour une année complète. Puis là, c'était sûr que c'était un choc, mais en même temps, t'es content parce que tu te dis, ben là, ce que je viens de faire, j'ai montré de belles choses, puis j'ai potentiellement, justement, quelque chose de bien devant moi, puis ça peut peut-être amener quelque part. En même temps, t'as 14 ans, je veux dire, c'est pas là que tu fais de l'argent, puis c'est pas à 15-16 ans que tu deviens professionnel. Aujourd'hui, peut-être, mais pas dans le temps. Là. Fait que, pour l'amour du sport. L'amour du sport, oui, si tu le fais parce que pour l'expérience en soi, l'expérience de vie, l'amour du sport, tu sais à ce moment-là que la France au niveau football, au niveau soccer, c'est beaucoup plus avancé qu'ici. Donc tu dis c'est la meilleure place pour moi si je veux aspirer à devenir quelque chose, à devenir joueur de soccer professionnel. Fait que tu te dis ben, je vais tout mettre les chances de mon bord puis tu sautes à quel moment tu as commencé à y croire de devenir professionnel? Il y a eu quelques moments, mais à différentes échelles, je dirais. La première fois, je pense que je l'ai réalisé, c'est quand j'ai été sélectionné pour la Coupe du Monde avec le Canada, les moins de 17 ans, pour participer à la Coupe du Monde qui était au Mexique. Là, j'ai comme réalisé, OK, tu fais l'équipe du Canada, tu sais pas trop c'est quoi, puis bon, tu t'en vas à la Coupe du Monde, tu sais c'est quoi la grosse Coupe du Monde là, qu'on voit à la télé avec Messi, Ronaldo, toute la gang. Mais les moins de 17 ans, tu te dis, bah, c'est jeune, tu sais, puis tu sais pas trop c'est quoi. Mais c'est quand tu te rends sur place puis tu vois l'envergure de l'événement, les stades dans lesquels tu joues, les stades qui sont remplis, les infrastructures, puis tu sais, l'importance qu'on donne à l'équipe. Tu te dis, OK, crime, là, tu sais, je suis quand même à une Coupe du Monde. Je sais que c'est peut-être juste les moins de 17 ans, ce qui vaut son pesant d'or, mais quand même, tu te dis, c'est une Coupe du Monde de jeunes, mais peut-être que, tu sais, si je me rends une Coupe du Monde, ben, si je continue comme ça pourrait bien aller. Puis après ça, je pense qu'à ce moment-là, après la Coupe du Monde, je me suis rendu en Allemagne. Puis c'est quand j'étais en Allemagne là-bas, puis là, je m'entraînais avec l'équipe professionnelle. J'avais 17 ans. Puis je m'entraînais avec les professionnels, puis je voyais que j'avais le niveau. J'étais comme crime, tu sais, j'ai les habiletés. Je pense que j'ai pas que j'ai tout pour réussir, là, mais
j'ai un bon bagage pour réussir, je pense. Puis, je suis capable de tirer mon épingle du jeu. Puis, je suis pas déclassé. Fait que, je dis pas nécessairement que je vais signer avec cette équipe-là puis ça va fonctionner avec eux. Mais je suis capable de compétitionner avec ces gars-là. Fait que pourquoi pas. Puis, comme de fait, j'ai réussi à jouer 2 matchs avec cette équipe-là je pense, c'était en 2e division en Allemagne, qui est encore une grosse ligue en Europe. Même si c'est une 2e division. Fait que ça a été vraiment là que je me suis dit, bon, ben, je peux devenir joueur de soccer professionnel. Puis je me souviens m'être dit, quand j'ai joué mon premier match avec les professionnels, je me suis dit, hey, là, je suis devenu joueur professionnel. Tu sais, j'ai joué avec les pros, je suis professionnel, mais en même temps, ça aurait pu très bien tourner à tu ne rejoues plus jamais un match professionnel, puis ça marche pas finalement. Là. Fait que tu as fait 2 ans en France? 2 ans en France. Par la suite, tu es revenu ici ou tu étais ailleurs? Je suis allé en Allemagne. En Allemagne? Ouais. Fait que j'ai fait 2 ans en France, 2 ans en Allemagne, puis 3 ans en Espagne, pour finalement venir ici en 2017 à Montréal. C'est sûr que là, entre-temps, je revenais à Noël, à l'été, durant les breaks, comme en ce moment. Mais tu joues en Europe? Je joue en Europe, exact. Pourquoi tu es revenu? C'était le bon moment, dans le sens où, à ce moment-là, 2017, je venais de finir une Gold Cup qu'on appelle un tournoi avec l'équipe du Canada. Un tournoi qui a lieu à chaque 4 ans, si je ne me trompe pas. Ça, c'est adulte? Adulte. En tant que professionnel? Exactement. Avec le Canada, c'est un tournoi qui a lieu aux États-Unis. Puis dans cette équipe-là, il y avait des joueurs de l'Impact à l'époque qui étaient avec moi dans l'équipe du Canada. J'avais 22 ans, j'allais avoir 23 ans. J'avais une conjointe avec qui je suis toujours. Ça faisait 1 an qu'on faisait une relation à distance qui n'était pas nécessairement facile. Une Québécoise? Une Québécoise. Puis, ben, c'est sûr que quand... moment-là, l'Impact de Montréal t'appelle puis te demande, c'est le directeur général à l'époque, le GM, Adam Brass, t'écrit « Hey, salut, j'espère que tu vas bien, si tu possible d'avoir le numéro de ton agent. » Tu deviens un peu... T'es excité, puis évidemment, moi, j'ai grandi en tant que fan de ce club-là, fait que quand tu disais il y a peut-être une possibilité de jouer pour cette équipe-là, tu passes le contact, puis wish for the best. Puis finalement, ça a super bien été. Puis c'était vraiment le meilleur timing, là, vraiment. Là. Ouais. Puis là, tu joues en 2e division là-bas? Quand je suis venu ici à Montréal, l'année d'avant, j'étais en 3e division Espagne. Ouais. Okay. Donc, j'ai passé une 3e division espagnole. Une ligue où il y a beaucoup de... Comment dire? Disparité. Dans le sens où tu peux avoir des équipes très, très petites, où tu as des joueurs. Moi, dans mon équipe où j'étais, il y avait des joueurs que c'était des enseignants à l'école. Donc, on s'entraînait l'après-midi parce qu'eux, le matin, ils allaient à l'école pour enseigner. Puis le plus gros salaire qu'on avait, c'était peut-être un joueur qui faisait 2 000 € par mois. Puis on jouait contre des équipes qui avaient des joueurs qui faisaient peut-être 15-20 000 € par mois. Donc, il y avait une grosse différence entre les équipes. Fait que je suis passé de là à venir ici en MLS avec l'Impact de Montréal. Là. Donc, c'était aussi pour trouver peut-être une... Comment dire, pas des meilleures conditions, mais une vie un peu plus normale, dans le sens où moi, mes coéquipiers, c'était mes seuls amis. J'étais coloc avec mon entraîneur physique, mon préparateur physique. Fait que je sortais jamais un peu de cette bulle-là. Puis je me disais de revenir à la maison, de retrouver mes amis, ma famille, ma conjointe. Ça ferait du bien, je pense. C'est une façon de relancer ta carrière? Non, c'était pas une façon de la relancer parce que j'avais d'autres opportunités en Europe. Puis mon but, c'était de, même si j'étais en 3e division, de tôt ou tard monter les échelons, graver les échelons, d'aller en 2e division, peut-être en Espagne ou ailleurs, dans une 2e division, puis tranquillement, pas vite me rendre, je l'espérais, en 1re division. J'avais toujours dans l'idée de revenir à Montréal, d'un jour jouer pour Montréal. Je pensais plus tard, je pensais faire un peu comme Patrice Bernier avait fait, de partir en Europe et de revenir juste quand il y avait comme 30 ans, plus ou moins. Finalement, je suis revenu quand j'avais 22, 23, exactement. Ouais. Puis c'était bien correct comme ça. C'est bien correct de même. Exactement. En passant, c'est ta fête? Ma fête, oui, exact. Bonne fête. Merci beaucoup, très gentil. Peux-tu t'offrir un drink? Certainement. Ah ouais, capable d'en prendre. De l'amaretto, de la vodka, du rhum. Ensuite... Tu parles d'un shot ou un drink? Un petit drink, un petit verre, là. Un petit... Ouais, un petit Miami, là. Un Miami. Ça fait confiance. Ouais, je te suis. Peu importe... Écoute, on va mettre un peu de chaleur. Certain. On est bien. Il fait quand même chaud ici. On est bien. Certain. Capable de... En convalescence physique, mais... capable de boire quand même. C'est quoi t'as eu? Bonne question. Ça s'appelle une fistule périlymphatique. Ça fait quoi l'hiver, ça? Ça fait pas grand-chose. à part faire chier, ça fait pas grand-chose. Mais non, dans le fond, c'est des ouvertures que j'avais dans l'oreille qui faisaient en sorte que l'air, le liquide, name it, peu importe, passait.
Puis ça faisait en sorte que ça me donnait des étourdissements, ça me débalançait, des nausées, etc. Donc, on est allé colmater tout ça, puis boucher les trous il y a 1 mois. Puis là, ça fait, c'est ça, 4 semaines, puis c'est 8 semaines de convalescence. Fait que, on prend ça mollo. On prend ça tranquille. Je suis allé tranquille, ben ça, pas donné parfait. beaucoup. Ah oui, il y a eu ça? Fait que ça, je te donne un Miami. Miami, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est un amaretto, coconut, ananas. C'est bon, ça. Ouais, ça fait des bons Pinot Colada. Ça doit. Distillerie Québec North Shore. Ça, c'est notre partenaire. Là. C'est sur la Côte-Nord, distillerie d'où que je viens. Fait que t'as des produits de la Côte-Nord, par des gars de la Côte-Nord. Très local. Très, très local. Cheers. Un super de bons produits. Hey. Bonne fête. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Très cool. Ça fait plaisir. Santé. My God. Très bon, ça. C'est bon, hein? Ça peut être dangereux, ça. Ah, c'est... My God, c'est oui, c'est bon. Ça réchauffe la main un peu aussi. Ah oui, c'est le fun. Puis, tu sais, c'est ta fête. T'as le droit. Ben oui, c'est le droit certain. On compte bien sa vie au soccer au Québec en 2025? Oui. Oh, oui, certainement. Parce que moi, je vois ce que Ronaldo lui gagne très bien sa vie. gagne. Puis je suis pas proche de ça partout. Messi, c'est pas ça vos salaires? Non. On est pas. T'es sûr que c'était tout de même? Là. Non. Ben, les autres, c'est des exceptions, là, évidemment. Là. C'est incroyable, les salaires qu'il y a là-dedans. Oui. Ben, c'est sûr que, tu sais, en Europe, la chose, tu sais, moi, je peux que parler pour, mettons, la MLS. Il y a un salaire minimum, puis il n'y a pas de salaire maximum, évidemment. Je pense que, tu sais, Messi fait peut-être, en salaire payé de Miami, peut-être un 20 millions, mais c'est sûr, là-dedans, il y a des deals. Il y a de l'argent d'Apple, Adidas, toute la patente qui doit faire un bon 50, 60 facile. Puis c'est quoi un minimum dans la ligue? Minimum, je pense que cette année, on était à, 80 000 US. C'est quand même incroyable. Comment qu'un joueur qui gagne 50 millions par année peut jouer contre des gars qui gagnent 80 000 puis qu'on soit dans la même ligue? Exactement. Mais c'est un peu ça, pas le nerf de la guerre, mais c'est un peu... C'est des conversations qu'on a avec l'association des joueurs, puis la ligue, puis tout ça. C'était tellement le jour et la nuit disparate. C'est ça que ça... Puis, tu sais, en même temps, tu te dis comment qu'un joueur de, mettons, Messi, qui est pour moi, je le connais pas personnellement, mais il a l'air très humble. Mais tu joues contre lui? Je joue contre lui. Tu y parles-tu sur le terrain? Oui. Je parle espagnol, fait que ça l'aide aussi. C'est sûr, en tant que capitaine, je veux pas qu'on sort des tunnels... on est un à côté de l'autre, puis un simple salut, comment ça va? Il est cool? Il est super cool, super gentil. Y a-tu un garde du corps qui court à côté de lui? Ben, il l'avait pendant une année, mais là, apparemment, il s'est comme fait bannir ou il y a eu une histoire. C'est assez intense, cette affaire-là. C'est parce qu'à un moment donné, il était habillé aussi quasiment comme les maillots de Miami, fait que tu pouvais le confondre. Il pouvait passer pour un joueur. Ben, c'est ça, exact. Il embarquait sur le terrain. Il embarquait sur le terrain un peu quand il voulait pour, évidemment, protéger Messi, mais tu sais, il veut dire, on est de la sécurité là, dans les stades, pas Montréal, mais partout en MLS. Là, y avait-tu vraiment besoin d'un garde du corps sur le terrain? Je pense pas, là. En tout cas, c'est-tu un caprice de... Honnêtement, je sais pas ça a été quoi les discussions puis comment que c'est arrivé. Tu sais, comment... C'est-tu lui qui a demandé... As-tu vu la vidéo? C'est parce qu'il y avait un spectateur, un fan qui a embarqué sur le terrain, qui est allé voir Messi. Ouais. Ça doit arriver à chaque match, honnêtement. Là. À chaque fois, je pense qu'on a joué à Montréal. C'est arrivé. Ouais. Fait que je peux comprendre la raison pourquoi il y a un garde du corps, puis c'est pour le protéger, mais honnêtement, dans MLS, c'est tellement une ligue qui est by the book que tu as des agents de sécurité, je pense, à chaque 4-5 mètres. Moi, ça me tentait l'été passé, s'il était là, il embarquait sur le terrain, puis il repartait à la course pour aller le voir. Ouais, puis d'après moi, tu aurais réussi à avoir une photo avec. Le garde du corps l'aurait poussé un peu, et il aurait pogné le champ, je pense. Là. C'est quoi l'impact d'avoir un joueur comme Messi pour la MLS? C'est immense. Là. Je veux dire, tous les yeux maintenant sont rivés sur la MLS, sur Miami, évidemment, mais Messi. Ben, on l'a vu ici à Montréal. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Quand Messi a signé pour Miami, les billets de saison à Montréal, même si on l'affronte une fois ici, puis on est chanceux parce qu'on est sur la même conférence. Là. Les deux, on est dans la conférence de l'Est. Donc, un match à Miami par année, puis un match ici à Montréal. Billets de saison complètement vendus. Je pense que c'était 15 000 billets qui ont été vendus pour les billets de saison, même si tu l'affrontes juste une fois ici à Montréal. Fait que les gens se sont dit, moi, je vais payer mon billet de saison, je sais pas ça vaut combien, 1500, 1000, 1500, 2000 $ pour que ça vaille la peine de quand Messi va venir. De pouvoir le voir. De pouvoir le voir, puis au lieu de payer 1000 $ un billet pour ce match-là, moi, je vais en avoir, puis là, c'est sûr qu'ils en utilisent pour la revente, etc. Chacun ses raisons. Ben, le monde, ils ont sauté sur l'occasion, c'est sûr. Là. Pour vous autres, les joueurs, c'est-tu une occasion de pouvoir faire avancer les choses pour faire monter les salaires, clairement?
Clairement, justement, un peu cette raison-là. C'est sûr qu'on se dit pas Messi en fait 60, moi je peux en faire 3. Ça, c'est un peu naïf de penser comme ça. Mais d'avoir un Messi qui vient ici, qui fait en sorte qu'il attire des meilleurs joueurs, je veux pas. Le monde. Pas juste ici, dans tous les stades où il va. Dans tous les stades, partout, c'est ça. Il est rempli partout où il va, même que quand Messi joue dans des villes américaines, au lieu de jouer dans le stade de soccer de l'équipe, qui ont peut-être 30 000, ils vont aller jouer dans le stade de football américain, qui en a peut-être 60, 80 000 pour remplir. L'équipe se remplit les poches. Exactement, ils remplissent. Puis, si l'équipe se remplit les poches, la Ligue se remplit les poches. Exactement. Tout le monde est content, évidemment. Mais oui, ça fait en sorte que Messi arrive dans la Ligue, attire aussi beaucoup de joueurs, des joueurs peut-être de plus grande renommée, des meilleurs joueurs. Ce qui fait en sorte qu'eux aussi gagnent un salaire, ce qui fait en sorte qu'ils augmentent le niveau de la Ligue. Puis si le niveau de la Ligue augmente, c'est là que tu peux avoir des plus grandes demandes salariales ou faire en sorte qu'on peut améliorer nos conditions un peu à tout le monde puis avoir ce plancher-là qui est peut-être 80 000 cette année. Qui monte à 100 000. Exactement, oui, c'est ça. Là, tu m'as parlé que c'était cool parce que tu le rencontres dans le tunnel, tu peux lui dire allô, mais sur le terrain, c'est comment jouer contre lui? C'est particulier parce qu'il a l'air de rien. Il a l'air de rien, mais si, je suis pas grand, évidemment, comparé à toi, je suis une fourmi, là, mais je veux dire, il est plus petit que moi, il marche sur le terrain, ça, c'est connu, c'est un joueur qui court pas beaucoup. Tu sais, au soccer, tu as besoin de courir, il court pas du tout. Il court, il choisit ses moments, puis quand il court, il sprint, tu sais, et puis la plupart du temps, c'est avec ballon. Puis il défend pas. Il court pas pour bloquer les lignes de passe. Des fois, là, le jeu peut être complètement en haut à droite, lui, en bas à gauche. Fait que lui, il attend. Il attend. Mais c'est parce que quand il a le ballon dans les pieds, il fait de la magie puis il fait un peu ce qu'il veut, tu sais. Tu sais qu'au hockey, Ovechkin, on n'est pas content de le voir aller parce qu'on dit qu'il ne travaille pas des deux côtés de la patinoire. Exact. Ça, c'est pas correct. Mais au soccer, ça marche. Ça marche pour lui, mais tu sais, aussi, il faut se dire les vraies affaires. Mais si, c'est une exception. Là. C'est pas tous les joueurs qui jouent comme lui. Non, oublie ça. Puis tu sais, si on avait un joueur ici à Montréal qui faisait ça, on n'a pas de grande star à la Messi là, à Montréal. Ça serait pas toléré. Impossible. Il faut que tu joues au système. Donc lui, il y a un système pour les autres. Ouais. Il y a un système pour lui. Il décide comment il gère ça. C'est lui, je pense, qui colle les shots dans l'équipe, de ce que j'ai entendu. Nous, quand on joue contre Miami, on analyse l'équipe, puis on le voit qu'il y a lui, puis il y a un autre joueur, Luis Suarez, qui est un très, très bon joueur. Puis c'est une équipe qui défend à 8, puis c'est inclus le gardien 9. Mais c'est une équipe qui attaque évidemment avec Messi et Suarez qui en vaut peut-être 2-3. Mais on le sait que quand on a le ballon, on passe par là parce que Messi il va rester. C'est parce que si tu montes trop puis tu dis les autres ne défendent pas, on les oublie. Puis, quand le ballon se rend à eux autres, ils le font payer cash. Ça fait mal. Là. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant là, quand tu joues contre eux. Mais non, il marche sur le terrain, il est comme un peu nonchalant. Puis ce qu'il fait, tout est clean. T'sais, juste un ballon, des fois, puis tu dis, il est pas prêt. Il marchait il y a 2 secondes. Puis là, le ballon, il s'en vient dans sa gorge. Puis capable de te faire une affaire. T'es comme, OK. C'est particulier. Si bon que ça, c'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant, vraiment. Puis je me souviens, l'an 2024, on joue contre eux à la maison. On prend les devants 2-0. Finalement, ils reviennent au score 2-2, je pense, à la mi-temps. Puis on passe ce match-là, finalement, 3-2. Puis ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'un de nos joueurs, qui est uruguayen, qui parle évidemment espagnol, s'est pris la tête contre Messi. Je sais pas pourquoi. J'étais un peu trop loin. Puis on dirait que ça l'a comme réveillé Messi. Ça l'a chauffé un peu. Puis il s'est dit, OK, game on. Puis il a commencé à un peu comme accélérer. Il a mis la switch à on. Puis là, tu voyais qu'il y avait de la pesanteur sur le jeu, puis il accélérait, il driblait, il faisait ce qu'il voulait, en fait. Puis il a créé le 3e but, comme défaite, puis on a perdu 3-2. Fait que juste un petit... il l'a poké, réveillé l'ours, puis l'ours nous a fait mal. C'est-tu le joueur le plus talentueux que tu as joué contre? Ah, de loin. Mais pour moi, Messi... Tu sais, je sais qu'il y a le débat Messi, Ronaldo, mais pour moi, Messi, c'est le GOAT de tous les temps. C'est le meilleur joueur de tous les temps... Du sport. Puis là, d'avoir joué contre lui, évidemment pas dans son pic, dans le sens que, tu sais, je pense qu'il était vraiment son meilleur quand il était à Barcelone, puis il était plus jeune. On parlait d'âge tantôt, quand il était plus jeune, il était meilleur. Encore aujourd'hui, cette année, il a gagné le soulier d'or, qui est le meilleur marqueur de la Ligue. Il va gagner le joueur le plus utile, puis c'est pas volé, là. C'est pas parce que c'est Messi. Puis il marche la moitié du temps. Il marche le 3/4 du temps.
Fait que, c'est incroyable. c'est exceptionnel. Mais oui, c'est de loin le meilleur joueur que j'ai affronté. Là. C'est qui le meilleur joueur avec qui tu as joué? Avec qui j'ai joué, je dirais Nacho Piatti, ici à Montréal, numéro 10. Quand je suis arrivé à Montréal, je suis arrivé en 2017. Lui, il est parti en 2020. Lui, il était quelque chose. Là. Il était un peu un Argentin aussi. Différent de Messi, c'est un gars qui travaillait super fort défensivement aussi. Là. Peut-être pas à ses débuts à Montréal, mais moi, quand j'étais là, c'est quelqu'un qui travaillait très, très fort. Mais c'est un gars avec le ballon, il pouvait te faire ce qu'il voulait. Puis tu sais, des fois, t'es comme sur le terrain, puis à l'entraînement ou dans un match, puis tu te dis, hey, moi, je ne vais pas tirer de là, c'est impossible, ça rentre. Hey, je ne suis pas dans une bonne position. Mais lui, il te faisait des affaires que, quand, mettons, il se craquait pour tirer, puis justement, je me disais, qu'est-ce que. Bon, marqué. Quand il faisait un dribble, là, il y a 3 joueurs autour de lui, c'est impossible qu'il sorte. Oh, il est sorti. Fait que c'était des trucs comme ça que tu disais, OK, je l'ai un peu pas sous-estimé, mais ça me paraissait une situation impossible. Puis finalement, le gars s'est sorti du trouble. Puis, fait que, ouais, lui, il y avait ce côté un peu magicien-là que t'es capable de sortir un lapin de son chapeau dans une situation où c'était un peu. Moi, ça m'impressionne. Aller nulle part. Je t'écoute comment t'en parles. Tu sais, t'es un joueur professionnel, tu joues avec eux, contre eux. Et ça t'impressionne. Donc, le niveau, là, ça a l'air être incroyable. Mais c'est ça qui est un peu drôle dans notre sport. C'est que tu regardes un match, puis tu peux penser que bon, tout le monde est égal, oui. Puis c'est un peu comme regarder n'importe quel sport. Hier, j'ai regardé le Canadien de Montréal. Faire une sortie de zone de derrière, je veux dire, un défenseur. Mais tu le vois, mettons que Lane Hudson, il y a quelque chose de différent. Oui. Demidov, il y a quelque chose de différent. Mais c'est un peu la même chose. Fait que tu peux regarder un de nos matchs de soccer et dire, OK, ce gars-là, il n'y a pas de pression, il est capable de contrôler le ballon, faire une passe de 2, 3 mètres, 5 mètres. OK, ça semble facile, mais c'est quand t'es dedans. Puis je pense que c'est beaucoup plus à l'interne, puis à l'entraînement, parce que c'est quelque chose de le faire dans un match. Puis tu peux dire, lui, il a été bon ce match-là, puis un autre match, mais c'est de le faire à chaque jour. Puis moi, je le vois à l'entraînement, de répéter ça, la constance. Puis je pense que c'est une des plus grandes choses qu'un athlète peut avoir, c'est la constance. De répéter ça à chaque fois, puis à chaque fois, puis à chaque fois, ça, c'est impressionnant. Là. Parce que quand tu es allé voir Manchester City, tu regardes le warm-up, là, tu vois les gars aller, puis c'est là que tu comprends que les gars ont du talent. Ils sont tous talentueux. T'es pas là si t'en as pas. Non, c'est ça. Ben ça, c'est ça aussi, c'est une coche... Mais quand t'arrives sur le terrain en game, là, t'as ceux qui se démarquent de ceux des autres. Exact. Puis ils sont tous bons. Là, ils sont tous bons. OK. Puis ça, c'est la crème de la crème. Là. Tu sais, ce que t'es allé voir Manchester City, c'est peut-être la meilleure équipe ou une des meilleures équipes au monde. Puis c'est ça, tu penses que tout le monde est un peu au même niveau, puis finalement, t'en vois qui... même si moi, je suis pas nécessairement un fan fini du soccer, je suis capable d'apprécier que quand je vois quelqu'un qui a du talent et qui fait de quoi d'exceptionnel, ça m'allume solide. Moi, ça m'inspire. Là. Ben, c'est comme un peu, tu sais, dans ton domaine à toi, je veux dire, vous étiez dans vos compétitions, tout grand, tout gros, tout fort. Mais au final, je veux dire, s'il y a quelque chose qui faisait la différence... Moi, c'est vrai que m'impressionnait, c'est quand j'écoutais mes tapes. Ah ouais? Quand tu te regardais? Je me regardais. Dis donc, mais tu sais, mettons, dans ton domaine, toi, tu sais, nous, c'est la constance de... Oui, t'as le talent pur, puis le côté instinctif aussi de se dire, hey, je vais faire telle affaire, puis ça marche. Puis, tu sais, c'est sûr, là, autant Messi, Nacho, Piatti faisaient des trucs qu'eux, ça marchait pas. Mais, tu sais, toi, dans ton domaine, c'est quoi tu dirais que la différence faisait en sorte que tu as été champion du monde, qu'un autre a répété, puis, et non qu'à chaque compétition, c'est un nouveau champion, tu sais? Ben, tu sais, on était à la même place. Il y a des athlètes que tu le sais, à chaque compétition, tu vas devoir te battre contre lui parce que il y en a des fois qui vont sortir une compétition qui sont hot. C'est ça. Un genre de one-off, là. Ouais. Puis là, après ça, tu les vois plus. Ouais. Alors que t'en as, OK, c'est just too bad, il est là. Tout le temps là. Il est tout le temps là. Il est tout le temps prêt. Ouais. Fait qu'il n'y en a pas, lui, de journée off. C'est ça. Ça, c'est impressionnant. C'est la même chose dans un monde différent. Exact. Comme tu mentionnais tantôt au hockey. Ouais. Les joueurs de talent, même dans le jour off, sont exceptionnels. Non, c'est ça. Ben, Puis c'en est quasiment, je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses, mais pour moi, de se rendre à ce niveau-là, puis moi, je suis pas là, en toute honnêteté. Puis t'es bon, puis t'es bon. Je suis un bon joueur. Puis, tu sais, oui, je suis bon, mais je suis pas évidemment comme Messi, Nacho, Cristiano Ronaldo, puis je me rendrai jamais là. Puis je pense, j'aimerais ça, en claquant des doigts, de me rendre là, mais je veux pas me rendre là parce que je sais qu'est-ce que ça prend. Puis, je veux dire, ça en est quasiment, je pense, maladif, dans le sens que tu vis que pour ça, puis t'as pas de vie sociale. Mais puis... qu'est-ce que ça te prendrait pour arriver à ce niveau-là? Ben, tu sais,
Je sais pas exactement et concrètement. Mettons qu'on t'amène à 22 ans. Ouais. On recule dans le temps. Tu as 22 ans. Es-tu capable de te rendre à ce niveau-là? Parce que tu viens de mentionner des choses qui m'ont parlé que tu n'es pas prêt à faire certains sacrifices pour te rendre. Je pense pas. Non? Je pense pas. Je suis surtout à 22 ans, quand je reviens à Montréal, je veux pas Montréal, puis je suis pas tombé dans le vice de les bars, restaurants, puis tout le kit à Montréal. On sait c'est quoi la ville de Montréal, mais même quand j'étais en Allemagne ou en Europe, toute seule dans mon appartement, avec plein de temps devant moi, de me dire, perds pas une seconde, va au gym 3 fois par jour, tu t'entraînes, fais ça, je veux dire, aujourd'hui, si je voudrais me le rendre là, même à 22 ans ou encore à 31 ans, j'aurais pas de vie sociale, je pourrais pas prendre un verre, je verrais jamais mes amis avec ma famille, je pourrais pas aller donner le bain à mon gars parce que là, à telle heure, lui, il prend son bain puis on va le coucher, ben moi, il faut que je fasse de la méditation puis une séance de stress. Tu sais, je sais pas si c'est ça que ça prend, mais dans ma tête, c'est ça que ça prend. C'est tout ça qu'ils font? Possiblement. Messi, peut-être pas. Je pense que Messi, en toute honnêteté, c'est très, très pur. Là. Puis c'est très... je pense qu'il a été béni des yeux, là, honnêtement. Instinctif. Là. Exactement. Tandis que Ronaldo, oui, il y a ça aussi, mais Ronaldo, de ce qu'on sait... Puis ce qu'on entend, c'est qu'il est quelqu'un d'extrêmement discipliné. Exactement. Qui en fait beaucoup. Tu sais, d'aller au restaurant, de prendre un verre de vin, de prendre de quoi d'un peu plus gras. Puis moi, j'aime ça faire ça, là, dans le sens que je vis normal. Là. Eux autres, mettons, Ronaldo, il fait ça. Je sais pas. Tu le fais pas du tout? Tu vis une vie sensiblement normale à l'année? Quand même, honnêtement. J'essaye. C'est sûr qu'il y a des trucs que je fais pas. Tu sais, comme nous, nos matchs, c'est les samedis. Fait que le vendredi soir, moi, c'est... j'ai ma routine de ce que je mange. Évidemment, pas d'alcool. Samedi, jour du match aussi, j'ai ma routine. J'ai mes trucs qui font en sorte que je mets les meilleures chances de mon côté pour performer quand c'est le temps. Mais un jeudi soir, si ma conjointe, mon chum, mes parents peuvent aller au restaurant ou m'inviter chez eux, puis je vais pas dire non à prendre une bière. Je pense pas que je suis plus catholique que le pape non plus. Là, puis je suis rendu là dans ma vie. Tu es assez bon parce que de performer à ce niveau-là, puis en ayant un certain équilibre, moi, j'aurais pas pu faire ça. Là. Moi, c'est comme si pendant une c'est période... tout ou rien? C'était une période de ma vie, là, c'est ça que je voulais faire pour arriver à mon objectif. Ces sacrifices-là faisant en sorte que il y a des chansons que j'ai découvertes 20 ans après qu'elles soient sorties. Exact. Il y a des séries télé que je n'ai pas écoutées parce que je n'écoutais pas la télé. Ah ouais, hein? OK. Fait que toi, tu étais plus dans moi, cette optique-là. Je revivais cette profession-là à 100%. Mais en même temps, pour être dans les meilleurs au monde, encore une fois, tu n'as peut-être pas le choix. Tu sais, si tu avais peut-être... on revient sensiblement à ce que tu disais tantôt. Si tu avais fait un peu comme moi, entre guillemets, puis de pas négliger certains trucs, mais de se dire justement, hey, je vais l'écouter, ma série. J'avais peut-être pas ce talent-là qui m'aurait permis de lever le pied et d'y aller peut-être à 80%. J'avais pas ça. Il fallait que je donne 100% pour pouvoir y arriver. Ouais. Alors que tu en as d'autres. C'est là qu'on comprend que le niveau de talent va avoir un impact et par la suite, le travail va t'emmener plus loin. Ouais. C'est la même chose dans ton sport. Oui, même chose. Je pense que oui, j'ai un certain talent, veux pas, mais... dans l'équipe, je suis loin d'être le plus talentueux. Là. Moi, je pense qu'on me reconnaît pour mon travail, justement, mon éthique de travail. Puis quand c'est le temps, je suis là. Puis quand c'est le temps d'être sérieux, puis à mes affaires. Puis, pour moi, ça en est rendu une normalité d'être là 1 heure avant l'entraînement. Ben, pas 1 heure avant l'entraînement, mais mettons que nous, un exemple concret, il faut qu'on soit là à 9h30 au centre d'entraînement. Moi, j'arrive toujours vers 8h30, puis je suis là, je prends mon temps, je fais mes affaires. Puis, mais pour moi, c'est rendu une normalité parce que je me suis habitué à ça. Mais il y en a qui arrivent à 9h29, puis 9h30, je suis là, OK, puis là, je monte à la cuisine. Parce qu'eux sont bâtis comme ça. Mais de me dire, à chaque soir, je me couche maximum 9h, puis je mange pas le droit de plus que, je sais pas moi, 10 grammes de beurre, puis comme, pour moi, c'en est maladif, puis jamais je vais rentrer là. J'aime trop la vie pour ça. Représenter ton pays dans l'équipe canadienne, c'était comment? Ça voulait dire quoi pour toi, ça? Ben, c'est un immense honneur, je pense honnêtement, de représenter ton pays. Puis là, c'est pas juste ta ville, ta province, mais le pays entier. Puis à la Coupe du Monde, parce que je suis à la Coupe du Monde, on parlait de la Coupe du Monde. C'est pas rien, la Coupe du Monde. Là, Ben, pour moi, c'est le plus gros événement. C'est un des plus gros événements. C'est-tu le plus gros que le Super Bowl? Ah, de loin.
Ah oui? Oui, de loin. Même pas Faudrait sortir les cotes. Je ne sais pas s'il y a une petite place qu'on peut sortir les statistiques, là, mais honnêtement, je pense que la Coupe du Monde bat haut la main le Super Bowl. Tu sais, le Super Bowl, c'est connu partout dans le monde, mais c'est grandement... On nous le vend comme ça ici. Ouais, c'est ça. Parce que c'est en Amérique du Nord, on a l'impression que le monde tourne autour de nous autres, mais c'est pas le cas. Là. Non, tu sais, moi, quand j'étais en Europe, je les ai écoutés, là, les Super Bowls, puis avec d'autres gars, avec d'autres gens, dans un bar à 2 h du matin, parce que bon, le décalage, exactement. Mais c'est pas la Coupe du Monde, c'en est. Je pense que c'est. Pour moi, c'est le plus gros événement. Point. Pas juste sportif. Sais-tu combien de personnes? Non? Pour la Coupe du Monde? Ouais. Un guess? Ben, t'as dit d'après moi, c'est d'un milliard facile. 1,5 milliard. 1,5 milliard? Ouais, maintenant, le Super Bowl, si on a 123 millions Super Bowl. 10 fois plus. C'est malade. Même 11 fois. Ouais. C'est malade. Non, c'est fou. Puis là, tu représentes ton pays à la Coupe du Monde senior, parce qu'on parlait de la Coupe du Monde des 17 ans, là, c'est les seniors, c'est complètement débile. Les meilleurs au monde sont tous là. Les meilleurs là. sont là. Ouais. Nous, notre premier match, c'était contre la Belgique. T'avais des gars... peut-être tu les connais pas, là, mais Kevin De Bruyne, Lukaku, Thibaut Courtois dans les buts qui mesurent, je pense, quasiment 7 pieds. Puis, tu sais, c'est des gars qui jouent au Real Madrid. Kevin De Bruyne qui jouait à Manchester City. J'ai vu là-bas. Puis là, moi, j'étais sur le banc. Là. J'ai passé ma Coupe du Monde sur le banc. Mais... T'as pas joué? Non, j'ai pas joué. Mais là, t'es vois à côté de toi, puis l'hymne national qui est chanté, autant l'hymne national canadien, là, après ça, c'est belge, puis là, les fans. Puis tu sais qu'à la maison, tout le monde regarde. C'est-tu ton plus beau moment? Je pense que oui. Ouais. Honnêtement, le sentiment que j'ai eu là, lors... Même si t'as pas joué, c'était ton plus beau moment. Oui. Ben, t'as pratiqué, t'as tout fait. J'étais là, tu sais. Puis j'étais là, je faisais partie de l'équipe. Puis j'ai fait partie tu sais, de l'équipe qui s'est qualifiée. J'étais là à tous les matchs. Mais mon plus beau moment, je pense, précis, ça serait justement cet hymne national-là canadien avant le match contre la Belgique, qui était notre premier match de la Coupe du Monde. Il y avait des gars qui étaient sur le terrain, puis même moi, là, j'avais le moton dans la gorge, j'avais mes parents, puis mes beaux-parents qui étaient dans les estrades derrière nous. Je savais que tout le monde ici à la maison, même mes chums, mes amis qui connaissent zéro du soccer, regardaient ça, t'étais tous rassemblés dans des bars. Puis c'est ça, t'avais des gars, autant nous sur le banc que les joueurs qui étaient sur le terrain, ils avaient les larmes aux yeux tellement que ça représentait quelque chose de gros. Là. Fait que c'est comme un accomplissement un peu d'une vie de dire hey, je travaille toute ma vie un peu pour ça. Puis là, si je représente mon pays à la Coupe du Monde, c'est gros. C'est quelque chose d'assez unique. Ouais. D'exceptionnel. Ouais, vraiment. Là, on le sait, la Coupe du Monde cette année, en 2026, c'est ici. Mais tu sais, moi, c'était sûrement ma dernière Coupe du Monde, ma seule et unique plutôt Coupe du Monde à laquelle j'avais la chance de participer. L'an prochain, je pense que c'est un peu mort. Mais non, c'est fou de pouvoir dire, j'ai été à la Coupe du Monde. Pour moi, c'était quelque chose d'impensable. C'était juste, pour moi, la Coupe du Monde, c'était les grandes nations de soccer au monde allaient là. Puis le Canada, on pouvait juste comme pas participer. C'était pas c'était pas qu'on n'avait pas de chance, c'était juste on pouvait pas. C'était comme comment dire même administrativement, c'était juste pas possible. Puis là, finalement, on est allé. Fait que, ouais. Vous y avez été. Là, est-ce qu'on est là parce qu'on est le pays hôte ou parce qu'on a mérité notre place? Ben, les deux, mais non, c'est en partie, je pense, en fait, c'est parce qu'on est pays hôte. Donc, c'est Canada, États-Unis, Mexique qui reçoit la Coupe du Monde. Le format change. On passe de, je me trompe pas, 32 équipes à 48. Donc, une plus grosse Coupe du Monde. Il y aura plus d'équipes. Mais je pense quand même qu'on se serait qualifié. Là, okay. On a une très, très belle équipe, le Canada. Là, ouais. Fait que, comment ça marche sur invitation pour faire l'équipe? Pour faire l'équipe en tant que joueur? Oui. Ben, ça va avec tes performances. Dans le fond, c'est pas du jour au lendemain qu'on t'appelle. Puis, moi, c'est sûr, j'étais présent. Il y a une équipe qui s'est formée durant la qualification pour la Coupe du Monde. Donc, l'équipe se rassemblait à chaque fois qu'on se rassemblait, que ce soit à chaque mois, chaque 2 mois, pour jouer ces matchs-là de qualification. Tu avais le droit, je pense, à 23 ou 26 joueurs, puis le groupe se rassemblait à chaque fois. Tu veux créer aussi une sorte de chimie. Puis au final, tu as un camp avant la Coupe du Monde. On avait fait ça à Bahreïn, je ne sais pas ce qu'on dit. Puis ça a été comme là les dernières coupures. On avait, je pense, peut-être 40 gars, ou plus ou moins 30, 40 gars.
Puis c'est là qu'on nous annonçait qui fait l'équipe, qui fait pas l'équipe, qui prend le vol, en fait, de là pour aller au Qatar. Puis là, j'ai fait l'équipe. C'est cool, ça. Ah, j'étais bien content. C'était une belle journée. Je pense que c'était le jour de ma fête, en plus. C'était un méchant beau cadeau. Méchant beau cadeau de fête. Mais, vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez les voir. Ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. Une autre réalité qu'on n'a pas vue souvent, jouer au soccer au Québec. Ouais. Ben, des fois, il y a de la neige. Il y a de la neige, des fois. Puis on l'a vécu dernièrement. Ouais, la finale de la CPL. Ouais. C'est comment, ça? Particulier. Moi, j'ai eu, justement, dans ces qualifs de Coupe du Monde-là, on a eu 2 matchs à Edmonton. C'était en novembre. C'était malade, ça. Ah, les bancs de neige de 3-4 pieds sur le bord du terrain, tout autour du terrain. Tu sais, tu verras jamais ça ailleurs qu'ici. Impossible. Non, impossible. Puis, tu sais, je pense honnêtement, je sais pas, mais il aurait potentiellement pu, tu sais, juste annuler les matchs. Il faisait moins 20. Ouais, ça devait pas être chaud, sur le terrain. Non, c'était chaud, là. C'était pas chaud, là. Il faisait frais. Pour moi, Messi aurait couru ce journée-là. Ah, d'après moi, il s'aurait réchauffé. Mais on jouait contre le Mexique puis le Costa Rica. Fait qu'eux autres, ils étaient pas mal surpris. Ouais, c'était-tu un avantage pour vous autres? Oui, je pense que oui. Tu sais, nous, on était comme les Mexicains, ils n'ont pas dû goûter à ça souvent. Là. Ils n'étaient pas contents, là. Non. Je sais qu'il y en a un, après la game, il avait dit un truc du genre, tu sais, parce que tu respires dans le froid de même, tu vois de la boucane fumée, je sais pas comment, peu importe. Puis il était comme, je voyais mon ombre devant moi, là, puis j'étais de la misère à bouger. Puis, mais nous, on était comme un peu dans le mindset de, hey, tu sais, on embrasse ça, c'est chez nous, let's go. Puis il y en avait des joueurs, là, ils étaient en T-shirt. Moi, c'est de la fierté. Là. Ouais, c'est comme la fierté. Le stade était presque plein. Le stade des Eskimos d'Edmonton, c'est quand même aussi gros. Terrain synthétique. C'était des conditions horribles. Mais en même temps, des fois, quand tu vas dans ces pays-là, c'est des conditions horribles aussi. Ouais, russe, qui fait plus chaud. Qui fait plus chaud. Ben, il fait 45 degrés. Le gazon, il est épais comme ça. C'est quoi t'aimes le mieux? Plus chaud, plus froid? Si t'avais à choisir entre les deux, c'est une bonne question, hein? Je pense chaud. Plus chaud. T'aimerais mieux, ouais? Ouais. Le froid, c'est que tu sens pas tes pieds. Quand t'es assis sur le banc, dois-tu capoter? Ben, on avait des chaufferettes. Des chaufferettes, des blowers qui... On était découvertes, ils nous donnaient du thé sur le bord, sur le banc. J'avais peut-être même, des fois, on a peut-être triché. C'est vraiment chocolat chaud, là. Non, c'était particulier, mais tu sais, ce match-là, le monde en parle encore. Puis ça tu t'en souviens encore, puis quand tu en parles avec tout l'enthousiasme exact. que t'as. Non, c'était complètement débile. Puis on avait gagné ces matchs-là, fait que tu sais, ça a comme rajouté aussi à... Hey, on est capable de jouer en territoire canadien où il fait fret, puis en naisant de la neige. T'es joueur de soccer professionnel, mais tu es aussi propriétaire d'une équipe de soccer professionnel. Ouais, propriétaire, c'est un grand mot. Copropriétaire. Ouais, dans un sens. Investisseur, moi, je dis plutôt. Investisseur chez les Roses de l'équipe féminine. Qu'est-ce qui t'a emmené vers là? Ben, en fait, moi, les propriétaires majeurs, Jean-François Crevier puis Isabelle Chevalier m'ont approché. M'ont demandé si je voulais faire partie de ce groupe-là. Ils m'ont présenté le projet un peu, puis... Dans le fond, dans le sens à quel point je pouvais peut-être jouer un rôle au niveau d'ambassadeur. Puis moi, ça m'a allumé. C'était naturel. C'était un automatisme. C'était un automatisme d'embarquer là-dedans. Certainement, capable. Hein, bon. Non, même quand t'as passé, tu ne vas pas t'en servir, c'est ta fête. C'est bon. Thank you. Mais non. Et tantôt, qu'on t'en donne une neuve, vu que c'est ta fête. Ben non, c'est pas nécessaire. C'est pas grave, mais t'as donné pareil. C'est gentil.
un petit peu plus capable. Ouais. Mais, thank you. Je t'aurais demandé de lever la tasse, mais je pense que t'aimes mieux lever le verre. Mieux le verre. Oui, hein? T'as peu, on va m'en prendre un petit peu. Vas-y. Juste pour t'accompagner. La deuxième. Hey, c'est le fun, C'est une grosse lampe, ça. Oui, c'est une bonne lampe. Thank you. Cheers. Cheers. Ils sont beaux, les verres aussi. Ça se voit comme de l'eau, ça. Hey, honnêtement. C'est dangereux. Je m'en vais en Floride en plus bientôt pour les vacances, fait que c'est un bon. Ah, ben, tu vas t'en donner une, tu l'emmèneras là-bas. Un bon preview. Tu m'envoies une photo. Certainement. J'aimerais vraiment ça. Fait que là, les roses. Ouais, les roses, ben oui. Fait que toi, ton aventure avec ça, ça s'en va où? Comment tu vois ça? Ben, dans le fond, évidemment, il y a un investissement financier là-dedans. Mais sinon, je suis aucunement dans les décisions au jour le jour. C'est pas moi qui décide de l'alignement. C'est pas, je suis très, très reculé. Puis fier partisan et investisseur de cette équipe-là. Tout simplement, moi, de m'investir, là, mon temps ou juste mon énergie ou tout simplement ma présence, mon support, surtout, je pense, dans une équipe féminine ici à Montréal, de pouvoir faire partie d'un projet où les jeunes joueuses ont maintenant quelque chose à quoi aspirer. De dire, ben là, hey, moi, je peux devenir professionnel ici à Montréal. Tu sais, moi, quand je suis parti à 14 ans, il y avait, oui, l'Impact de Montréal, mais j'avais 14 ans, puis en ça, il n'y avait rien. Il y avait, c'était l'Attaque de Trois-Rivières, qui était en fait l'équipe réserve. C'était moins de 23 ans, j'en avais 14. Fait que, tu sais, le gap était trop gros. Tandis que là, les filles, ben, tu sais, tu te dis, jusqu'avant l'an passé, il n'y avait rien pour les femmes. À part universitaire ici au Québec, canadien, américain. Puis après ça, tu sais. Fait que là, au moins, il y a une option. Il y a une option. Tu sais, puis moi, c'est ça, quand j'étais plus jeune aussi, t'arrivais à 17 ans, tu devais décider, je vais-tu sur le marché de travail ou ben j'essaie de m'expatrier, d'aller en quelque part aux États-Unis, université américaine. Aller en Europe, c'était pas vraiment une option non plus. Mais là, ici, on a cette option-là pour les femmes. On l'a pour les gars, mais on l'a pour les femmes aussi de dire, hey, tu peux rester ici au Québec, dans ta cour, puis devenir professionnel, puis de faire un bon salaire quand même. Là. C'est une façon aussi de préparer ton après-carrière? Dans un sens, je pense. Dans un sens, je pense que ça m'ouvre des opportunités. Peut-être, là, je dis ça, puis j'ai parce que tu commences à y penser, tu as 31 ans, tu as encore plusieurs années devant toi, mais ça se prépare, une après-carrière. Mm-hmm. Ça se prépare, c'est sûr. C'est sûr que d'avoir les mains ou les pieds, plutôt, là, pour ne pas faire de jeu de mots, dans une équipe professionnelle, ça fait en sorte que ça peut peut-être m'ouvrir des portes à un genre de rôle, peut-être au niveau sportif avec cette équipe-là à un moment donné. Tu sais, moi, c'est sûr que le soccer, c'est ce que je connais, c'est ce que je fais de mieux. Tu sais, je dis ça en toute humilité, je pense que je connais la game quand même. J'ai de l'expérience, puis... Tu peux leur apporter de quoi? Je peux leur apporter de quoi, étant donné aussi que c'est une nouvelle équipe. Je pense que les gens qui sont en place chez les Roses, le travail qui a été fait, c'est remarquable. Ce sont des gens, des personnes qui ont des grandes compétences, puis très, très qualifiés. Donc, ce serait un peu, pas injuste, mais pas correct de dire pas capable de faire ce qu'ils font, aucunement. Mais ouais, tranquillement, pas vite, place un peu les pions. Pas que cet investissement-là a été stratégique, mais je me suis dit peut-être que ça pourrait aider d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, d'avoir peut-être un rôle un peu plus grand, soit avec les Roses. Ou avec le FC. Avec le CF Montréal. Maintenant, on a le Supra de Montréal, qui vient de faire son apparition ici à Montréal dans la Ligue canadienne, la Ligue qu'on parlait de la finale dans la neige. Ça peut être aussi une opportunité, mais je pense à mon après-carrière, mais il m'en reste encore. J'ai encore du galon, je pense. Ton après-carrière, vas-tu être dans le sport ou tu aimerais ça peut-être essayer d'autres choses, une passion qu'on ne connaît pas? Je pense que ça va rester dans le sport. Encore une fois, je pense que, à défaut de me répéter, le soccer, c'est un peu ça que je connais le mieux et peut-être voir même pas que juste ça que je connais, mais je pense que c'est très niché, hein, dans le sens où il n'y a pas, on en parlait tantôt, il n'y a pas énormément de joueurs québécois en ce moment ici à Montréal. Puis dans l'histoire, il y en a eu. Il y a eu de grands bâtisseurs. C'est ça le premier qui vient en tête, c'est Patrice Bernier puis tout ça. Mais j'ai encore beaucoup d'années devant moi, je pense, de soccer.
Puis je pense que je suis encore capable de renforcer un peu ma crédibilité. Puis pas de devenir un expert, mais quitte à devenir un genre d'analyste après. Travailler peut-être dans les médias, ça pourrait m'intéresser, justement, analyste. Parce que moi, je l'ai déjà fait, tu sais, j'ai passé d'une carrière à une autre carrière. Mais c'était des questions, ça me fait plaisir de répondre. C'est là que je voulais aller un peu, dans le sens que toi, tu l'as préparé un peu ton après-carrière, ou ça t'a frappé parce que tu parlais de la blessure tantôt? La blessure l'a précipité, mais j'avais déjà commencé à y penser parce que je savais que tu as une fenêtre dans le sport. Ouais. Professionnel, tu as une fenêtre d'opportunité qui Exact. est quand même très limite. Ouais. Quand on est dedans, on pense que ça va durer toute notre vie. C'est ça. Puis ça finira jamais, mais c'est pas le cas. Non, c'est ça. Puis quand la blessure est arrivée, j'étais pas nécessairement prêt. C'est pour ça que c'est une blessure qui a mis fin à ma carrière. Mais ça reste que j'avais commencé déjà à découvrir que j'avais d'autres opportunités que je pouvais poursuivre. Ouais. T'sais, on parle des communications, c'est arrivé un peu sur le tard, mais t'en parles justement là. Ouais. Puis j'avais déjà commencé, je te dirais, à préparer, sans le savoir, ma personnalité pour m'emmener à pouvoir exploiter d'autres opportunités. Mais je suis 100%, ça fait du sens. Je pense que c'est ça, de démontrer ta personnalité qui pourrait fitter avec ce genre d'emploi-là est super intéressant. Mais puis c'est des fois de le mentionner comme tu fais là. C'est le genre de choses qu'on pense pas. Parce que des fois, il faut semer les graines parce que de l'extérieur, quand les gens ne te connaissent pas, mais parfois, ils ne vont pas nécessairement penser que c'est quelque chose peut-être qui t'intéresse. Non, c'est ça. Puis tu sais, moi, je suis pas quelqu'un, excusez le terme, mais je suis pas un lèche-cul, là, dans le sens que j'aime pas solliciter le monde, j'aime pas, tu sais, cogner à la porte. « Hey, je suis là, avez-vous besoin de moi? » Ou, tu sais, j'aime mieux qu'on vienne vers moi dans un sens, puis que je pense aussi que c'est peut-être le syndrome de se dire qu'on a besoin de toi, mais l'effort que tu as mis, moi, c'est ma question pour toi, bien, j'en ai plusieurs, je pense, mais l'effort que tu as mis pendant que tu étais encore actif en tant qu'athlète, athlète fort, est-ce que tu penses que tu en as mis assez ou trop pendant que tu étais encore actif pour ton après-carrière, ou avec du recul, ou ce que tu es en ce moment, tu te dis hey, j'aurais vraiment dû préparer mieux ça, ou hey, j'en ai fait assez, ou hey, finalement, c'est un fleuve tranquille, ça vient tout seul, ou tu sais. Moi, pour répondre à ta question, pendant que j'étais dedans, je pense que j'en ai pas fait assez. Et après ma blessure, j'en ai trop fait pour essayer de revenir. C'est ça. Donc. Du rattrapage un peu. Oui, parce que, étant donné que j'avais l'impression que j'avais pas vraiment terminé ce que je voulais faire, même si ça a été. Tu sais, quand je suis devenu champion du monde, j'ai réalisé que c'était pas ça l'objectif. C'était quoi l'objectif? C'était juste d'être le meilleur de ce que je pouvais être. Envers toi-même. Envers moi-même. Ouais. Ça a comme changé complètement ma perception de comment les choses se passent. Tu t'es battu toute ta vie pour essayer d'atteindre un objectif. Et là, tu réalises en l'ayant que finalement, sais-tu quoi, j'aurais pu être meilleur que ça, parce que sur certaines épreuves, ça n'a pas été nécessairement comme je voulais. Puis ça a quand même bien été, t'as gagné. Ben oui, champion du monde. Fait que là, tu te dis, OK, fait que le vrai défi, c'est d'être la meilleure version de toi-même, puis de l'exploiter. Puis quand je me suis blessé, puis que là, finalement, j'ai lâché prise, puis j'ai dit, OK, je passe à d'autres choses. Là, j'ai comme pas eu le choix. Et là, je me suis dit, mais si j'ai été le meilleur dans ça, je suis capable d'être le meilleur dans d'autres choses. C'est sûr. Non, mais je pense que ça, c'est aussi très propre à nous, les athlètes. On est tout le temps dans la performance. Là. Mais je voulais savoir, c'est une question. Est-ce que quand tu as terminé, tout de suite, tu t'es mis, tu t'es mis sur le gun dans le sens que, hey, là, il faut que je trouve quelque chose, puis là, je suis plus. Je me suis cherché 3 ans. OK, fait que ça a pris du temps avant de. Parce que t'avais-tu peur, justement, de ne pas trouver quelque chose ou de. J'avais pas peur. Ce que j'avais. 3 ans, c'est pas peu, là. C'est quand même. C'est quand même. long. Parce que j'avais de quoi faire. J'étais capable, j'étais encore actif différemment. Mais ce que je cherchais, c'est qu'est-ce qui allait m'allumer autant que de faire la compétition, c'est ça. La manière que ça m'allumait. Donc, le vrai terme, c'est la passion. Ce que je cherchais, là, qu'est-ce qui allait me passionner autant que mon sport me passionnait? Parce que le vrai défi, c'est ça. Moi, je pense que à partir du moment que tu fais quelque chose qui te passionne, les efforts, tu les comptes pas. Ça vient pas. Les sacrifices, il n'y en a pas. Tu comprends-tu? Tu vas faire ce qu'il faut parce que tu le fais avec... Ça vient naturellement. Oui, tu le fais avec cœur. Puis moi, c'est ce que je retrouve. Le podcast, c'est pour ça que je l'ai créé. Je voulais quelque chose qui allait me ressembler, que j'allais pouvoir faire, puis emmener ça au niveau que j'aimerais. Puis la beauté de tout ça,
c'est d'essayer d'emmener des gens comme Francis qui est ici, Félix, d'emmener ton équipe à dire, OK, on pousse puis on drive dans la même direction. Tu es un peu comme le capitaine de ton équipe. T'es le capitaine du bateau. Puis là, tu dis, OK, là, c'est le fun parce que ça amène, je te dirais, une immersion dedans qui est juste à un autre niveau. Puis là, ben, au même titre que quand je faisais des compétitions d'hommes forts, le monde me demandait, pourquoi, Hugo, tu t'entraînes? Parce qu'un jour, je vais être l'homme le plus fort du monde. Là, le monde me regardait bizarre. Ah oui. Mais là, il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Jusqu'au moment que toi, à un moment donné, ça arrive. Puis là, les gens commencent à voir que le rêve prend forme. Et c'est drôle, les gens qui doutaient deviennent... Et ils veulent être des chums. Ouais. Ça, tu l'as-tu vécu? Ça, c'est là qui doutaient de toi? Non? Pas tant. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand les choses vont bien, puis que là, tu arrives à Montréal, parce que, tu sais, avant d'arriver à Montréal, moi, j'étais un nobody, là, dans le sens que jouer en Europe, tu sais, c'est vrai, là, je veux dire, c'est des petites ligues. T'es pas dans les grandes ligues, dans les grosses équipes, puis t'es pas connu, puis on n'en parle pas ici au Québec, puis c'est bien correct. Puis... mais tu sais, honnêtement, même les grosses ligues, on n'en parle pas au Québec. Non, mais c'est ça. Fait qu'imagine quand t'es dans 2e, 3e division, t'es encore plus mort que... De mon point de vue, n'importe quelle division là-bas est une grosse ligue. Oui, 100%. Je suis d'accord avec toi, mais il faut que tu connaisses ça un peu, puis faut que tu connaisses un peu le monde du sport pour le savoir que, tu sais, c'est pas juste ici à la maison qu'on fait bien les choses, là. Mais quand je suis revenu à Montréal, quand je suis arrivé à Montréal pour signer avec l'Impact en 2017, là, des messages à gauche, à droite, pas des collègues, mais des anciens, des collègues d'école. Là. J'ai collègues en tête, mais c'est pas des collègues. Là. Des camarades de classe. Camarades, ouais, c'est ça. Des amis qui étaient avec toi à l'école, qui t'ont pas parlé, ça fait un méchant bout. Hey, salut, félicitations. Tu sais, des fois, c'est juste des félicitations, puis c'est bien correct, c'est bien reçu. Mais toi, tu avais la chance de pratiquer quelque chose qui était concret, que les gens connaissaient. Moi, c'était vraiment méconnu. Ouais. Jusqu'au temps que je commence à performer puis donner de la visibilité à ce sport-là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, pendant que je performais, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est de l'éducation pour aider les gens à comprendre ce que je faisais. Ah, c'est sûr. Mais ça... Donc, toi, tu joues pas au hockey. Moi, je pense que tu as une belle... super de belle personnalité. Merci. 2, tu es crédible. 3, tu as la chance, en même temps, de pratiquer un sport qui n'est pas le hockey au Québec. Parce que le hockey, ici, prend toute la place. Ouais. Et là, de toute évidence, le sport du soccer, il est en pleine... Il appelle ça le football. Il est en pleine expansion. 100%. Il est rendu avec une ligne de filles. Ouais. Il y a une 2e équipe professionnelle pour les hommes. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui va nécessairement créer des opportunités où ils vont avoir besoin de bras et de jambes pour pouvoir faire avancer justement ce rêve-là pour inspirer d'autres jeunes. Parce qu'un des gros avantages que votre sport a versus tous les autres, ça te prend une paire de souliers et un ballon. Oui. Ah, ça prend pas grand-chose. Puis c'est pour ça que je trouve que je suis un peu dans le bon timing un peu de... Oui, je m'approche de la retraite, mais il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, comme tu l'as mentionné, les Roses, une autre équipe professionnelle. Fait que j'ai-tu un rôle à jouer là-dedans d'éducation? Pas nécessairement d'éducation, parce que les gens ici au Québec puis à Montréal, au Canada, connaissent le sport. Oui, mais ambassadeur, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, quand tu vois un jeune qui porte ton numéro, son chandail, ça te fait quoi? Ah, c'est spécial, ça fait quelque chose. C'est sûr. Ouais. Puis, tu sais, les gens ne s'identifient pas toujours. Moi, ça a toujours été de l'exemple que je me souviens. André Agassi, à l'époque, était le joueur de tennis qui faisait le plus de sous. Puis ça, c'était avant qu'il soit numéro 1 au monde. Ah, yeah. Donc, puis il était ultra populaire parce qu'il arrivait, il y avait des personnalités, il y avait une attitude, il y avait du caractère. Et ça, c'était vendeur. Tu sais, c'est ça qu'on a besoin. Un ambassadeur, c'est celui qui va donner une couleur puis qui va donner l'envie à d'autres jeunes de dire « Moi, j'ai envie de pratiquer ce sport-là. » Mais toi, tu t'es-tu senti comme un ambassadeur à ce temps-là ou c'était un peu... Oui. Tu l'as comme réalisé par après? Je l'ai senti parce que je sentais que j'avais besoin de le faire pour être capable de rationaliser ce que je faisais. Parce que je pratiquais un sport qui en était pas un pour bien du monde. Ouais. Puis là, ben, si tu veux te respecter, si tu veux que les autres te respectent, il faut que tu te respectes. Et pour le faire, il faut que tu le pratiques comme un professionnel. Et je pense que c'est ce qui m'a amené à pratiquer mon sport de façon professionnelle. Ensuite, on a créé un premier championnat canadien. Ensuite, un circuit pour permettre justement à d'autres qui avaient le même rêve que moi de pouvoir y accéder. Ouais. Donc maintenant, on a d'autres. T'as un gars de l'Ontario qui a remporté le championnat du monde il y a 2 ans. Ah, OK. Puis c'est en lien direct avec le fait qu'on... T'aurais jamais pensé ça avant. Non, on l'a parti, donc il y a une continuité. C'est ça.
Donc, il faut toujours, il s'en prend qui ouvre la porte. 100%. Qui ouvre le chemin pour montrer aux autres que c'est possible et que ça se fasse. Puis on s'entend que tu as un parcours quand même exceptionnel. Ouais, un parcours un peu atypique, dans un sens, Puis, je pense que c'est de moins en moins unique parce qu'il va y avoir d'autres opportunités, parce qu'à cause des gars comme toi, tu vas avoir un jeune qui va porter ton numéro ou le numéro d'un autre joueur qui va se mettre à rêver que lui aussi peut être sur le terrain pour jouer avec un gars comme toi. Ben, je suis d'accord. Puis ça c'est un truc qu'on... Je sais pas, toi, comment tu l'as vécu, peut-être dans... Puis peut-être les réseaux sociaux étaient moins présents. On n'avait pas. Ben, c'est ça, quand tu étais vraiment dans la fleur de l'âge de la performance. Mais, tu sais, nous, aujourd'hui, ça m'arrive des fois de recevoir des messages, puis, hey, ça peut arriver champ gauche complètement, ou des fois, c'est après des matchs surtout, mais, hey, merci d'être un aussi bon ambassadeur. Puis, tu sais, ben, c'est pas de quoi que je me dis à chaque jour, je me promène dans la rue, puis, hey, moi, je suis un ambassadeur. Tu sais, hey, moi, je suis une personne importante pour le sport ici au Québec. Puis, tu réalises pas tant que ça l'ampleur que tu as, ou pas le pouvoir, c'est pas le bon mot, mais la pesanteur que tu peux avoir sur des personnes. Ou, tu sais, pour moi, là, Samuel Piette, un petit joueur de soccer qui a fait son chemin, qui a roulé sa bosse, qui joue au CF Montréal. Oui, je suis capitaine, puis, tu sais, moi, avant, là, je le voyais, là, le capitaine, que ce soit Mauro Biello quand j'allais au Centre Claude Robillard, même au Stade Saputo, Gabriel Gervais, aujourd'hui, qui est notre président du club, j'étais comme, hey, my God, ces gars-là, c'est des légendes. Puis aujourd'hui, ben, c'est comme moi qui étais à leur place. Mais je pense pas ça de moi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oh, je le comprends très bien. C'est comme un peu aussi le syndrome de l'imposteur dans un sens. Puis tu l'as mentionné, tu penses pas que mettons que tu te donnes pas nécessairement le temps ou l'arrogance de penser que tu es un ambassadeur, mais c'est justement ça qui fait que tu es un ambassadeur. Parce qu'un vrai ambassadeur n'a pas besoin de le dire. L'ambassadeur, c'est celui que les gens regardent en se disant « OK, moi, je veux être comme lui. Je veux faire les choses comme lui. » Pas parce qu'il... Il crie sur les toits. Il crie exactement. C'est parce qu'il le fait. Et c'est ça, un ambassadeur. Et l'ambassadeur dépasse, je pense, l'encadrement du sport. Où ce que ton impact dépasse le terrain sur lequel que tu joues. Et c'est là que tu commences à te démarquer. Puis je pense que c'est de même que tu vas créer des opportunités, emmener les gens à voir quitter d'une façon différente, puis qu'à un moment donné, ben oui, tu existes dans le sport, mais tu existes aussi à l'extérieur du sport. Par rapport à ça, ça m'amène à une question que j'ai pour toi. Est-ce que tu penses que, justement, pour que les gens te considèrent comme un ambassadeur, oui, du sport en soi, mais pour ton après-carrière, puis à l'extérieur du sport, est-ce que tu t'es déjà posé la question de « Hey, j'en fais-tu assez? » Dans le sens, puis là, j'en fais-tu assez au niveau, je sais pas moi, apparence communautaire, je fais pas assez, je sais pas moi, des visites d'école, je suis pas assez dans les médias, je suis pas relié à une fondation, je sais pas, tu sais. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de dire « OK, j'ai un certain impact parce que je viens d'un sport qui n'était pas tant connu que ça, puis j'ai aidé à faire promouvoir ce sport-là, puis amener certaines débouchées. Mais j'ai certaines opportunités que j'ai manquées à gauche et à droite que là, j'aurais pu en faire plus ou hey, je pourrais en faire... » Tu sais, le syndrome un peu de... OK, j'ai ce statut-là, mais j'en fais pas assez pour vraiment le vivre à fond, pas ce statut-là, mais tu sais, ce rôle-là plutôt... C'est une bonne question. T'as jamais pensé à animer un podcast? Parce que là... À un moment donné, peut-être, certainement, mais j'ai un bon coach devant moi, en tout cas. Je vais répondre à ta question comme ça. Je me pose pas la question si j'en ai fait assez ou si j'en fais assez. J'en fais en fonction des opportunités qui se présentent. Autrement dit... Tu cours pas après les opportunités. Ton rayonnement, c'était ma manière... Là, ton rayonnement fait que ça crée des opportunités ou ça crée des demandes. À partir du moment qu'on me demande de faire quelque chose, si c'est aligné sur mes valeurs, je vais tout faire pour le faire. Tu sais, je reçois des demandes, mettons, ça arrive souvent, d'ailleurs, j'en ai un qui s'en vient bientôt. Quelqu'un me contacte puis me demande si je peux rencontrer son conjoint ou son fils parce que je suis son idole puis il aimerait ça prendre une photo avec moi. Ben là, moi, je vais les inviter à venir s'entraîner avec moi. Ah, c'est cool, ben oui. Parce que, tu sais, je m'entraîne à tous les jours. Ah oui, anyway. Ouais, c'est pourquoi pas? Tant qu'à vivre un moment ensemble, on va en vivre un vrai. Oui, c'est vrai. Fait que là, on va dire, ça vous tente-tu? On va faire un entraînement avec moi. Puis là, ben, les autres viennent me rejoindre au gym. Puis là, je passe un moment avec les autres au gym. Puis après ça, l'après-entraînement, on va prendre un shake ensemble, on va discuter, on va prendre des photos. Je vis une expérience avec les autres. Ah, c'est vrai, c'est cool. Non, mais tu rends l'utile à l'agréable, en fait.
Exactement. Puis en même temps, mais tu viens de rehausser toute cette affaire-là, où ce que pour moi, c'est vraiment super intéressant parce que j'ai l'impression de faire une différence et de rendre un moment extraordinaire pour cette personne-là et pour moi aussi. Puis au même titre que lorsqu'on me demande de m'impliquer dans des œuvres de charité, je le fais le plus possible parce que j'ai pour mon dire, la raison pour laquelle j'existe, c'est parce que des gens me regardaient, ils aimaient ce que je faisais. Puis à un moment donné, ben, c'est ces gens-là qui m'ont amené à pouvoir me rendre pour atteindre mes propres objectifs. Donc, pour moi, c'est un peu une façon de redonner au suivant parce que je me dis, cette adulation-là ou ce respect-là, c'est eux autres qui me l'ont donné. Ça doit être dur, par contre, mais c'est limite quand même dans un sens. Là. Parce qu'il doit en avoir des demandes à gauche à droite puis de dire, tu sais, telle œuvre de charité, telle fondation, tel souper, telle photo. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus que tu te rends malade avec ça. Puis moi, des fois, ce que je me dis, c'est si je dis oui à un, j'ouvre potentiellement la porte à d'autres que là, à un moment donné, justement, la vie familiale que j'aime d'être balancée. Mais toi, tu joues encore. Moi, je le fais plus. Quand je le faisais, c'était pas nécessairement la même chose. J'aurais pas cette ouverture-là. Là, je choisissais des causes, des choses en fonction de mon agenda. Puis ma priorité, c'était vraiment de performer. Fait qu'au travers, j'en faisais moins quand j'étais actif que maintenant. Puis là, en même temps, c'est pour ça que je reviens sur mes valeurs. Qu'est-ce que je veux promouvoir? C'est quoi pour moi qui est important? Puis à partir de là, il y a des causes. C'est certain que je ne peux pas dire oui à tout, mais je vais essayer d'en faire le plus possible parce que je trouve que c'est ma manière de justifier que ce que j'ai fait, mais résumer ça différemment. J'essaie d'être la personne que j'aurais voulu rencontrer quand j'étais adolescent. Oui, non, mais ça fait du sens. Puis c'est quelque chose que je me dis quand même assez souvent, surtout à un événement spécifique on a à chaque année un événement d'équipe, ça s'appelle Meet the Team. Fait que dans le fond, c'est là qu'ils présentent les joueurs, le staff, tu sais, c'est peut-être 2, 3, 4 matchs. L'événement se passe après 2, 3, 4 matchs de la saison parce qu'on est à l'extérieur, évidemment, avec la température, etc. Puis au final, tu peux rester à la fin pour signer des autographes. Puis moi, je reste jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne parce que la soirée est faite pour ça. Puis je me dis, quand j'étais à la place de eux que je signe des autographes, prends des photos, j'aurais aimé ça que cette personne-là fasse ça. Puis là, encore plus aujourd'hui, moi qui ai un garçon de 5 ans, puis que là, je sais pas encore s'il va jouer au soccer, hockey, il fait un peu de tout. Mais si, mettons, il devient fan de hockey, puis qu'on s'en va voir une game des Canadiens, puis justement, Lane Hudson, puis il veut son chandail, ou juste une photo, quelque chose, puis j'aimerais ça que lui, prendre le temps pour rendre mon garçon content, puis faire sa journée, etc. Fait que, je pense que c'est la bonne mentalité de se mettre à la place des autres, puis de dire, moi, j'aurais aimé ça, qu'on fasse ça pour moi, puis au final, il y a des petits gestes comme ça qui font en sorte que ça fait la différence, mais ça coûte rien. C'est tellement banal, puis c'est tellement facile, là, je pense, de notre côté. T'aimerais-tu ça que ton fils suive tes traces? Que ce soit dans le soccer ou dans d'autres choses? Oui, parce que j'ai eu une belle vie, je pense, puis j'aime ce que je fais, puis j'aime mon parcours, même si ça n'a pas été toujours facile. Mais oui, potentiellement, mais je suis pas comme mes parents. Je suis zéro pression. Si mon gars veut jouer au soccer, il joue au soccer, au hockey, il veut faire du ballet, il veut devenir champion du monde aux échecs. Moi, peu importe, il va le supporter dans ce qu'il veut faire, mais non, aucune pression. Mais en le regardant aller, beaucoup d'énergie, fait que... Au moins, il va courir vite. Il court. Joue au hockey, joue au soccer, évidemment, fait du karaté. Il brasse de l'air pas mal. Là, fait que s'il va pas dans le sport, ça m'étonnerait. Garde-le occupé. On est capable de faire ça. Sam, il est trop tôt pour qu'on parle d'après-carrière parce que c'est encore plusieurs années. Mais je suis convaincu qu'on va s'en reparler d'ici ce temps-là. En attendant, je vais aller te voir jouer l'été prochain. Quand tu veux. T'es invité. Puis, bonne fête encore. Merci beaucoup. Un gros merci à toi. Puis l'année prochaine, essayer de casser la cloche et me laisse faire. C'est le défi. Faut que tu reviennes, faut que tu casses. On peut peut-être pas mettre ça au montage parce qu'ils vont être pas contents les 742. Ils m'inviteront pas. Ouais, c'est ça. Juste réinvitez-le. On va voir ce qu'il va faire.